penses qu'il va être trop infusé, mon thé? J'en ai aucune idée. Vraiment, tout ce qui était, c'est pas trop ma priorité. Tu veux enlever ton sachet? Oh, merci. Voilà quelqu'un de prévenant, parce que c'est pas Edouard qui l'aurait fait. C'est son taf. Oui. Mesdames, messieurs, nouvel épisode de Bordel Organisé. Avant le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, sur Spotify, si vous écoutez sur Spotify. Et on commence aujourd'hui un nouvel épisode avec une femme que vous avez sûrement vue dans mes vidéos, que vous avez vue sur Netflix, que vous avez vue un peu partout dans le monde de la mode, finalement. Mademoiselle Léa Bono. Elle a dit qu'elle était stressée, mais elle est là, elle est présente. Ouais. Alors comment ça va déjà ? Ça va. Je reviens de chez l'orthoptiste, donc j'ai un petit peu la gerbe. Et si j'ai une petite voix un peu enrhumée, c'est pas que j'ai le Covid, c'est juste que j'ai une petite fin de rhinite. Voilà. Mais donc j'ai Léa, tendance toujours à dans la bonne humeur et dans la bonne santé, comme vous voyez. Toujours malade. Dès que tu me vois, j'ai quand même un pet de travers. Ouais, mais ça c'est ton caractère. Mais parce que, en vrai, cette femme, elle se lève tous les matins à, je sais pas, à quelle heure tu te lèves ? 7h. 7h et tu vas à la salle de sport tous les matins. Et oui, mon vieux, faut être organisé, faut être prête. Ouais, mais là, tu fais rêver tout le monde. Il faut avoir du temps aussi. Je sais pas si c'est un truc qui fait rêver ou quoi, c'est juste que moi je préfère me lever tôt, comme ça tous les trucs chiants du matin, je les ai fait le matin et après je suis libre. Le truc c'est qu'après ça marche pas parce que je suis crevée toute la journée et en effet je tombe malade. Genre t'as lu le livre, c'est quoi, Miracle Morning ? Je l'ai lu. Je l'ai lu mais je l'ai pas fini, mais sachez que c'est une grosse arnaque en fait. C'est-à-dire que je me suis dit bon, je me lève à 7h, je peux peut-être essayer 6h, 6h je peux peut-être essayer 5h. Non en fait, moi je sais pas comment les gens font. Moi je l'ai fait pendant 2 jours le Miracle Morning et vraiment à 9h j'avais fini tout ce que j'avais à faire d'habitude de ma journée et vraiment après à 9h30 je dis bon j'ai fait mon sport, j'ai fait mes papiers chiants, j'ai fini le livre que je voulais lire, il est 9h10, qu'est-ce que je fous maintenant ? Le truc c'est qu'après je trouve que t'es crevé pour même une certaine créativité. Moi si je fais pas ma micro-sieste à midi, je peux plus rien faire, tu vois. Donc là il est 12h20, ça me fait plaisir, c'est qu'à tout moment tu peux t'endormir. À tout moment je vais te parler. Alors Léa, moi je t'ai invité parce qu'on a fait beaucoup de vidéos ensemble et parce qu'on est proches. D'ailleurs on répondra peut-être à une question que beaucoup de gens se posent. C'est vrai. Plus tard. Ou pas d'ailleurs, pour entretenir le mystère. Ou pas peut-être en effet. Juste question, on se connaît mais pas trop en vrai. Parce que genre, je sais pas d'où tu viens à la base, de la base. Tu viens d'où toi ? Moi je viens de Bretagne de base, c'est là que j'ai grandi. Mais j'ai déménagé un jour au grand drame de ma vie à Laval. Enfin, mes parents ont décidé. Et tu sais, dans la période un peu bâtarde entre avant-dernière année de terminale et dernière année de terminale. Donc, tu sais, le moment où tout le monde a déjà fait un peu son crew, tout le monde a déjà fait un peu sa bande. Moi, j'arrive là, on est en plein lycée. Laval, c'est pas fun. Je me retrouve là-bas, je me fais un peu des copines, tu vois, mais c'était pas... Tu sais, c'est le moment, c'est l'adolescence, t'as envie de sortir, tu passes ton permis, t'as envie un peu de sortir de ta province. Moi, j'étais en mode full province, tu vois, si j'habitais pas en ville, donc si je me... Parle bien près du micro. Je pensais que j'avais une crotte de nez. Pas du tout. N'hésite pas, un peu comique. Est-ce que je le mets comme ça ? Tu peux le mettre aussi comme ça. Voilà. Comme ça ? Ouais, c'est bien. Ok. D'accord. Donc du coup, quand je suis en province, j'ai pas de voiture, j'ai pas mon permis, donc la vie sociale c'est un peu chiant. Et avec mes 2 amis, si tu veux, on va se dire qu'on se voit pas non plus tous les jours, donc je me faisais souvent très très chier, tu vois. Et surtout Laval. Surtout Laval, il y a rien à foutre. On en parlait dans le dernier épisode, ou dans un épisode avec Annelle Godefroy. Et elle, pareil, elle a déménagé beaucoup. Et on parlait, ça doit être dur quand t'arrives dans un nouveau lycée. T'arrives à t'intégrer facilement ou pas ? Maintenant, j'aurais tendance à dire oui, mais à l'époque, avec mes issues de l'époque et mes complexes d'adolescente, non. Enfin, c'était hyper difficile. Tes complexes d'adolescence ? Putain, c'était tout, tu sais, tu te sens un peu mal dans ta peau, tu te sens pas bien. Moi, j'avais l'impression de pas fit avec Laval. J'avais l'impression qu'il y avait une certaine bourgeoisie, tu vois, une certaine hype, tu sais, les gens réputent, les gens stylés, et j'en faisais vraiment pas partie. Donc, t'as 1 an pour t'introduire, tu te dis, bon, c'est soit je lâche l'affaire et je bouffe toute seule au CDI, soit je me mets une petite pilule et j'y vais. Et au final, ça s'est fait, je me suis fait des copines. Mais tu vois, 1 an, t'as pas le temps j'ai pas lié un truc pour toute la vie, c'est pas des amitiés que j'ai gardées maintenant. Ah ouais, 0 ? Non, pas vraiment. T'étais comment ado ? J'étais pas très propre.
C'est-à-dire pas très propre. J'ai un souvenir de moi qui mouchais dans mes pulls et mes parents qui me disaient Léa, par contre, là, on va recevoir des invités, donc tu fais un effort. J'étais un peu babos, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais et comment t'es aussi dans les de ouf. Parce que là, en fait, moi, j'ai cette image de toi parisienne, classe, toujours bien habillée, toujours avec du flow, du style. Même quand je te vois, Edouard. Ok, peut-être parce que voilà, il y a une petite séduction qui s'est créée. Mais surtout, non, mais je trouve que même quand des fois t'es en footloose, t'es classe. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai du mal à t'imaginer ado en mode. Mais c'est peut-être ça qui a créé ça d'ailleurs. Mais c'est pas naturel. Je pense que je l'ai développé au fur et à mesure des années. Ou alors on m'a appris, mais vraiment je n'étais pas comme ça au début. Et les gens se moquent encore très franchement de mon style. Moi, si je me laisse aller, là j'ai fait un effort pour toi parce que je sais qu'il y a la caméra. Mais moi, mon vrai style, j'ai découvert ça cet été, psychédélique. Donc toujours un pantalon un peu loose, psycha, ambiance tie and dye. Un haut très large de mec, un truc un peu masculin, éventuellement coloré. Ça s'assemble, ça s'assemble pas, c'est pas grave. En attendant, ça fonctionne. Pour moi, une petite veste en jean, des Birkenstock. Oh là là. Ah, excuse-moi. Avec chaussettes, sans chaussettes, peu importe. Et ça, c'est ma tenue de tous les jours. Alors, du confort. Du confort, je suis très confort. Donc, ado, t'es dans ce style-là un peu. Oui. C'est juste que pour le travail, aujourd'hui, je peux pas me permettre de l'être. Mais moi, finalement, est-ce que c'est pas le style de Laval? Finalement, non, parce que les gens s'habillent un peu dans un truc un peu, tu sais, genre le polo Lacoste, le truc Vicomte Arthur. Ouais, c'était une espèce de. T'avais pas cette mode au lycée? Tu sais, les gens qui s'habillent un peu. Tu sais, fallait mettre le petit polo, le dernier truc qui était à la mode, la dernière basket. Ouais, je vois, mais. C'était plus les marques. Ouais, moi même pas. Enfin, je sais pas. Dans mon collège, c'était vraiment la campagne profonde. Et t'étais répute, toi, tu faisais partie des gens un peu connus? Pas du tout. Non, moi j'étais. Les gens réputes, ils disaient ah ouais, il est marrant lui. Les gens pas réputes du tout, ils disaient ah Edouard, il est quand même. Grand. Premièrement. Non, moi j'étais le mec marrant, un peu cool. Mais donc t'étais cool? Ouais, ça a mis du temps, ça dépend des années. En 6e, en 5e, pas du tout. En 4e, 3e, un peu. En 5e, j'étais un peu bully, j'étais un peu. Tu te faisais bully? Ouais, j'étais dans une classe avec que des cassos, franchement, ils me cassaient les couilles. Mais pourtant, t'étais grand. Bah, pas tant que ça, en fait. Je sors de la primaire, je suis le plus grand de l'école. Au collège, tout le monde me rattrape. Non. Et après, au lycée, je défonce tout le monde. Vraiment, en termes de taille, je prends 10 cm par an. Adios amigos. C'est hyper intéressant ce parcours colonne vertébrale, quelque part. Je pensais que d'un coup, t'avais fait 2 mètres, tu vois. Je pensais que genre au collège, t'étais plus grand que tout le monde. Maternelle, j'étais le plus grand. Primaire, le plus grand. Au collège, tout le monde m'a un peu rattrapé. Tout le monde m'a grappillé un peu. Et après j'étais quand même plus grand. Comment tu l'as vécu ça, Edouard? Qu'est-ce que ça t'a fait? Je pense que je vais prendre ta place. En fait, on va échanger. Et ça s'appellera Bordel Organi. Ça s'appelle comment là? Oh yes, merci en tout cas. Ça s'appelle Tout le monde veut prendre sa place. Non. J'adorais ce jeu, by the way. Mais ça existe encore, hein, tu sais. Pardon, je regarde plus la télé. Ça s'appelle. Oh là là, si, t'as vu? Quand tu aimais, c'était la meuf de Laval, et là, c'était la parisienne qui a fait. Je regarde plus la télé. Non, je regarde plus la télé, j'ai pas la place d'en mettre une. J'ai préféré choisir un miroir, mon grand, dans mon appartement que tu connais, plutôt que de mettre une télé. Je connais, ouais. Donc, ça s'appelle comment? Bordel organisé ou bordel désorganisé? Bordel organisé. D'accord, bah moi je vais prendre ta place et ça s'appellera Bordel désorganisé. Ok, bah écoute, prends ma place. Ce qui est une. Comment on dit? Une analogie? J'aurais dû mieux écouter en cours. À Laval. Donc, comment tu l'as vécu, Edouard, en vrai, non. En vrai, collège, lycée. Moi, là, je me rendais pas compte que j'étais grand parce que moi, je faisais du basket. Donc, en fait, je traînais qu'avec des mecs qui faisaient 2 mètres, 2 mètres 10. Et en fait, c'est juste vraiment, c'est en ce moment, quand j'ai arrêté le basket, que je traîne avec des gens normaux, que je prends des photos aussi avec les gens à la fin des spectacles et tout, que je suis en mode ah ouais, mais en fait, je suis vraiment grand. Et les gens me disent ah putain, t'es grand. Moi, je te trouve très grand. Et surtout, ce qui me fait un truc, c'est vraiment tes jambes un peu arquées quelque part. On va montrer à la caméra les jambes. Voilà. Il y a des jambes qui. On voit un peu ou pas? On voit pas du tout. Attends. Est-ce que. En fait, c'est de face qu'on voit mieux, Edouard. Là, regardez. Non, mais là, on voit un peu ou pas? Attends, je prends une photo pour te montrer. Mais non, mais c'est bon, il y a la caméra, il y a Henri qui regarde. Ah. Voilà. Moi, je trouve ça particulier. Tu m'as dit que ta mère était comme ça. En fait, dans ma famille, on a tous ça. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un récurvatum, et dans ma famille, genre ma mère a ça, mon frère il est un peu comme ça. Bah, apparemment, écoute, sinon. Ok. Le sujet ne m'intéresse plus, parce que moi, j'ai essayé de. Voilà. Non, mais écoute. J'ai des cadeaux pour vous. C'est vrai? Je les ai volés chez Sephora. Oh, trop sympa!
Tu les as volés vraiment? Non, c'est des... En fait, il les offrait, j'ai voulu faire la thug, mais Yves Saint Laurent. Il les disposait devant. Moi, je trouve qu'ils en font tout un truc, mais je ne sais pas si ça sent un truc exceptionnel. C'est un nouveau parfum, j'ai l'impression que ça sent comme tout le monde. Ouais, c'est sympa, il n'y a pas de parfum. Voilà. C'est ça. Et je vais pas vous mentir, ça sent un petit peu le bouc ici, donc c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Et voilà, vous avez vu Léa, comment elle est. Ça sent bon. Ça sent bon. Ouais. Ça sent bon, hein. Franchement, Henri est très content. Hop, lui qui n'avait pas de parfum. Tu vas m'inviter à déjeuner après Radin? Oui. Tu veux manger où? Je veux manger là où je t'ai dit. Dans le 5e. Ah, en plus, t'as une copine. Une petite copine que tu connais, enfin que tu aimerais bien connaître, que tu aimerais bien rencontrer, comme la plupart de mes copines d'ailleurs. Bah, en fait, on va y venir, mais Léa, elle est dans le monde du mannequinat, donc elle traîne tout le temps avec des mannequins. Et à chaque fois, bah, bien sûr que j'ai envie de venir. Henri rigole, bah évidemment. Attends, elle traîne qu'avec des mannequins, boit des verres avec des mannequins, et je lui dis bah présente, elle me dit bah viens. Bah, et mes autres copines, celles qui ne sont pas forcément mannequins. Bah, la preuve, celle de Laval, tu leur parles plus. Est-ce qu'elles sont devenues mannequins? Je ne crois pas. Attends, revenons. Du coup, là, on est sur le collège-lycée, tout ça. Ouais. C'est quoi tes rêves de gosse, de gamine, d'ado? Tu sais où tu veux aller ou pas? Tu sais ce que tu veux faire? Alors, c'est très marrant parce que j'avais... à l'époque, je regardais beaucoup la télé et j'avais vraiment ce désir de télévision. Je regardais tout le temps le grand journal, le petit journal, les trucs comme ça, tu vois, ces émissions-là. Et ça me faisait rêver parce que ça me faisait sortir un peu de ma province où je me sentais loin de tout, loin de... J'avais besoin de me sentir un peu dans un épicentre, d'être là où ça bouge, d'être là où ça... Où il se passe des trucs. Où il se passe des trucs. Et je pense que ce que je voulais faire était quand même indirectement relié à ça. Donc la télé, ça me faisait rêver. Mais pour ça, fallait quitter Laval, fallait déménager. Enfin, j'avais même pas encore 18 ans, tu vois, parce que moi je suis de fin d'année. Donc la rentrée en septembre, j'ai choisi une école. Et, école de quoi? Une école de médias qui s'appelle les FAP. Ok. École française attachée de presse. À Paris. À Paris, pour les gens qui connaissent École des filles à papa. Bon, c'est justifié. Oh, c'est rigolo ça. C'est un peu une école un peu bullshit, dans le sens où les gens qui la font, ils vont pour le réseau, etc. Qui va pas pour bosser forcément. Oh, ça sent le mec qui sort de la douche, ça sent les rugbyman. Ça t'a éclairé le visage, ça t'a chauffé un peu. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre, tu vois, mais non, il n'y a que deux, malheureusement. Et donc, je racontais quoi? On peut encore la virer, Henri, hein, tu sais. Hein. On peut encore annuler sa venue. Hein. Je sais plus ce que je disais. Tu disais t'es à l'EFAP. Ah oui, j'étais à l'EFAP. Et donc, école un peu bullshit, mais quand même image de médias, tu vois. Bien sûr. Donc moi, je fais tous mes premiers stages. Je me fais un peu avoir parce qu'on me recale que des stages. Donc, attends, cette école, elle forme à quoi? À présentatrice télé? Alors, elle forme à tous les métiers du journalisme et des relations presse. Okay. Donc, par exemple, si tu veux être RP, tu vois, les gens qui t'offrent des fringues, les gens qui t'invitent à des événements là où tu te délectes d'aller. Je ne vais vraiment jamais à ces événements. T'y vas jamais? Jamais, ça m'énerve. Ça t'énerve? Ouais. L'influencing t'énerve? Oui. Pourtant, t'as des followers? Ouais, mais les soirées influenceurs m'intéressent très peu, voire pas du tout. Donc on ne t'y croisera jamais? J'en ai fait 2. Désolée, mesdames, ce n'est pas là que vous allez le rencontrer. Donc, en l'occurrence, à l'époque, il n'y avait pas d'influence, il n'y avait pas de trucs comme ça, donc ça se posait même pas, mais c'était plus des relations presse, envoyer des packaging, des trucs aux journalistes. C'était très, très journaliste à l'époque. Et moi, c'est là que je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire ça, parce que je me suis fait 3 stages de RP, ça n'a pas du tout marché, et je me rendais compte que c'était pas de ce côté-là que je voulais être. Et par chance, un jour, on m'offre une offre de stage chez BFM Business. Il fallait s'occuper d'une émission intégralement. T'avais la présentatrice et t'avais moi, du coup l'assistante qui accueillait les invités. C'était une émission un peu lifestyle, tu vois, c'était pas du tout dans les chiffres. C'était une émission qui parlait de qu'allait recevoir, je sais pas, Yann Couvreur pour sa nouvelle pâtisserie, okay. Qu'allait recevoir machin pour sa nouvelle... C'est qui la plus grosse star que t'as accueillie? Marc Lavoine. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais très bien, j'adore Marc Lavoine. Non, mais attends, sur le parking des anges, mais rien ne les dérange. C'est vrai que tu l'adores. J'adore toutes les chansons françaises. Attends, je sais pas si c'était lui ou alors quelqu'un qui m'a marqué vraiment. Mais qu'est-ce qu'il fout sur BFM Business? Il fait du... Je sais quoi? Je sais pas, il devait avoir une actualité, un truc, peut-être un truc pour une association. Je me rappelle plus exactement, c'était il y a 8 ans. Et donc... Je suis prise dans cette émission, donc je fais ce stage. J'adore la présentatrice Karine Vergnol, que j'embrasse, qui m'a vraiment donné ma chance, tu vois. Ça a mis du temps pour me former, mais j'ai finalement réussi. T'es pas devant la caméra? Non, je suis en régie, moi. Okay. Je suis derrière la cam, donc je fais du montage, je prépare les émissions, donc c'est-à-dire que toutes les images, tout ce que les invités vont dire, on se met d'accord avec eux, voir sur quel axe ils veulent parler.
Moi, j'habille l'émission derrière, tu vois, les grands écrans qu'il y a, machin. Donc, je suis en régie. Pendant la régie, je lance les trucs. Donc, c'était génial parce que c'était une toute petite régie à business, tu vois. C'est pas les grosses régies que tu vois à Canal, à BFM. Donc, ça m'a permis de me former. Et un jour, mon stage s'arrête. Elle me dit, j'aimerais bien te garder, mais malheureusement, là, c'est un peu chaud. Elle me dit, va voir au 6e, il y a RMC, donc peut-être que tu peux trouver un job là-bas. Je postule à RMC. À RMC, en effet, il y a un job qui s'appelle assistante chef d'édition. Donc, c'est un job où là, c'est du montage pur. Je devais habiller l'émission, enfin, en tout cas, sélectionner les images que les journalistes envoient dans les tuyaux pour monter les images, qu'elles ressemblent à quelque chose. RMC, c'est Jean-Marc Bourdin. Ouais, l'émission Jean-Jacques Bourdin. L'émission de Bourdin. Il y a juste 2 micros, un fond vert. Ouais, mais faut habiller le fond vert. Non, t'as les journaux aussi. T'as les journaux. Ah ouais. Moi, j'habillais les journaux. T'as quelqu'un qui s'occupe personnellement d'habiller les trucs de Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, j'adore. C'est vrai ? Mais en fait, ce que j'adore, c'est que dès que ça commence, il balance une punch. De fou. Tu sais, il arrive, ça commence. Ok, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous avez contre les Arabes ? Et là, la meuf, il est 7h du matin, elle est en mode oula, attends, je suis pas prêt. Ouais, mais vraiment, la première question, souvent, elle envoie du steak. Moi, j'étais pas trop du côté Bourdin. Je l'ai même jamais croisé. Enfin, si, il arrivait à 5h, la tête un peu enfarinée, et il partait après l'émission, mais moi, tout était déjà prêt. Ouais. Donc, je faisais du 18h, 3h, je crois. Et comment tu fais quoi le reste de la journée ? En fait, tu dors. Non, moi, j'essayais, enfin, au début, c'est ce que j'essayais de faire, je suis tellement tarée, j'essayais de maintenir ma life en mode sport, comme s'il se passait rien, tu vois. C'est-à-dire que je me réveillais à 9h, comme si c'était rien passé. Je me réveillais, je faisais mon sport, machin, sauf qu'à un moment donné, à 14h, t'es crevé, t'es complètement décalé. T'es en jet lag permanent. En fait, j'ai essayé de faire comme ça pour essayer de me maintenir une vie sociale aussi, parce que tu peux plus voir personne, tu peux plus dîner. Tu sais, les gens, ils sont pas trop dispo pour déjeuner à part toi qu'avec ça à foutre. Les autres gens, ils bossent, tu vois. Mais la question, c'est est-ce que à cette époque-là, t'as déjà une envie de ciné, des idées ou pas du tout, ou de mannequinat ? Est-ce que tu penses à ça ou non. Pas du tout ? Je pense pas à ça, c'est juste que depuis que je suis arrivée à Paris, je me rends compte que je suis un peu fraîche parce que les gens me font des compliments et les gens commencent à utiliser le mot mannequin. Non mais c'est vrai. Les gens commencent à me dire mais t'es mannequin ou tu fais du mannequinat ? Et c'est un truc qui revenait régulièrement. Moi j'étais là mais on se fout de ma gueule ou quoi ? Et quand Je viens de Laval en fait. Vraiment j'étais là mais pourquoi on me dit ça ? Et c'est à un moment donné où je me rappelle un jour je revenais du boulot, du coup il était je sais plus non, c'était oui parce que je faisais d'autres piges. J'étais aussi à LCI et à LCI je finissais à 9h du matin. Donc un jour je me fais un shift de nuit, je rentre d'LCI, je suis dans le métro. Il y a un mec qui vient me voir, qui me dit excuse-moi, est-ce que t'es mannequin, est-ce que tu voudrais le devenir ? Moi j'ai des cernes comme as, je me suis tapé une nuit dans le truc avec les écrans et tout, je comprends rien ce qu'il me dit. Moi c'est l'heure d'aller me coucher pour moi. Ouais. Tu vois. Et il me dit tiens je te laisse ma carte, je pense que tu pourrais vraiment être mannequin. Moi je pense que c'est du bluff, je vais voir sur internet. Et en fait c'est vrai, c'est une vraie agence. C'était quoi l'agence ? L'agence c'était une petite agence qui n'existe plus maintenant, mais c'était pas une grosse agence, mais c'était une vraie agence, tu vois. Mais c'est un gars un gars comme ça qui m'a vu dans le métro, tu vois. Incroyable. Et donc et du coup tu t'appelles ? Non, j'appelle pas. Je reste encore à RMC, donc je continue à faire tous mes shifts un peu à LCI, RMC machin. Jusqu'au jour où je crois que je me fais plus rappeler parce que j'étais trop naze en fait. Genre vraiment j'étais je comprenais plus rien, j'arrivais plus à le faire. Enfin, j'étais tout le temps malade aussi. Il faut savoir que là, je suis tout le temps malade. Là-bas, c'était une fois tous les 2. Une fois par semaine, j'avais une rhinite, une rhinopharyngite. Mais comment ça se fait ? Parce que tes défenses immunitaires, elles sont merdiques. Déjà, les miennes, elles sont merdiques. Mais surtout, quand tu bosses de nuit et que tu vois pas le jour, au bout d'un moment, t'es crevé. Surtout moi, comme une conne qui essayait de maintenir un rythme de vie normal socialement. En plus, j'avais un mec, donc je te le dis pas. Je te dis pas, hein ? Qu'est-ce qui devient celui-ci ? Eh ben, j'ai plus de nouvelles. Eh ben, c'est Harry Styles. Il a depuis, bon bah voilà, il est connu. Non, mais d'ailleurs, en parlant de lui, en fait, c'est lui qui m'a fait donner le move. C'est lui qui m'a donné le move du mannequinat en me disant je connais une meuf, elle est bookeuse chez Metro. Harry Styles ? Donc moi j'étais encore sur Harry Styles. Elle est bookeuse chez Metro, l'américain. Mon ex, il est américain. Ah ok. Et en fait, Sorry. il me présente cette meuf qui s'appelle Doriana, que j'embrasse, qui me fait venir chez Metropolitan. Chez Metro, moi j'y croyais pas une seconde, mais je leur dis bon bah. Parce que Metropolitan, d'accord, c'est une grosse agence. Ouais, c'est une grosse agence. À l'époque encore plus. Maintenant, oui, si, c'est toujours, ça fait partie des grosses agences de Paris. Et donc j'y vais, moi j'y croyais pas une seconde, tu vois. Et les mecs me disent oui, ok, c'est bon, te prends bise. Là j'étais là, bon, mais y a pas besoin d'autre chose. Ils prennent tes mensus et puis ils me disent. Mais ok. t'as jamais fait. Donc ça, à l'époque, tu t'es jamais dit non. Je vais être mannequin. Non. Jamais tu t'es dit je veux faire ça, jamais tu t'es entré dans ta chambre à défiler, jamais, même ado, tu faisais des photos un peu avec tes copines en mode. Non, c'est moi qui prenais les photos. Ah ouais, jamais. Moi, j'étais la chum du groupe. Moi, je prenais les autres en photo. T'étais la chum du groupe ? Vraiment ? Putain, tu pourras m'envoyer une photo de toi jeune ou pas ? Ah oui ? Bah Ok. tiens, tu veux que je te montre ? Et tout de suite, une photo de Léa à 15 ans.
Ah ouais, et du coup, vous avez vu, elle était pas ouf. Non, mais attends, non. Et là, je m'étais fait au maximum de la fréquence, tu vois. Faut savoir que c'était mon max ever. Et on est d'accord que du coup, là, t'arrives métro, bon. Mais du coup, les contrats, ils tombent tout de suite, il y a des propositions et tout? Pas tout de suite. Justement, je suis en stress, j'arrête pas de faire chier cette fameuse Doriana, je l'appelle tous les jours, je la harcèle. Et là, elle me dit, écoute, il faut te faire un book, donc on va te faire partir à l'étranger. C'est le truc quand t'es mannequin, c'est qu'il faut partir à l'étranger. Moi, de toute façon, j'ai plus d'RMC, j'ai plus rien, donc je m'en fous, je suis libre. Elle me dit, on va te faire partir en Italie. En Italie, tu vas faire des belles photos. Donc je pars en Italie, je fais des belles photos. Je reviens. Là, en effet, je reviens. Je vois que mes photos, elles marchent, ça commence à bien fonctionner, nanana. Après, elle me dit, tu vas partir en Grèce. Donc, je pars vivre pendant 2 mois à Athènes. Elle me dit, tu vas voir, ça va être super. C'est extraordinaire, cette vie. C'est marrant, hein. Il te paye tout, on est d'accord, en plus. Alors non, il te paye pas tout là-bas. C'est ton agence de là-bas qui te paye un peu une espèce de chambre de mannequin, tu vois. Ouais. Et tu es dans t'es dans cette espèce d'appart de mannequin avec que des mannequins. T'as ton propre lit et tout, mais tu partages ta chambre, tu vois. Non, en vrai, c'est un peu chiant. C'est un peu le retour à la colo, retour à l'adolescence. Mais est-ce qu'il y a un peu une fight entre une rivalité ou pas? Alors, ce qui est marrant, à l'époque, je pensais qu'il y avait de la rivalité. Maintenant que je sais ce que c'est d'être comédienne, je sais ce que c'est la vraie rivalité. Comment j'imagine toujours quand toutes les Miss France elles se réunissent, quand toutes les Miss de chaque région se réunissent le premier jour. Aussi, je me demande il doit quand même y avoir une ambiance de. Bah, c'est ce que. Non, mais ça a l'air tellement cool quand tu les vois à la télé. Ils ont l'air d'être tellement chill. Toutes copines. Ouais. Il doit y avoir des Miss France, c'est des connasses. C'est sûr que quand elles se réunissent tous dans l'hôtel, là, le premier jour qu'elles se voient, déjà elles doivent tous se dire, ok, elle a perdu, elle ne gagnera pas, elle est dangereuse. Je pense qu'il y en a une, si elle tombe dans la piscine quand ils sont en voyage en Guadeloupe, ça les arrange, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça. Je me dis que forcément ça doit être comme ça. Maintenant, toi et moi, qu'on est vraiment dans la compète, toi, avec le stand-up, avec la. Il n'y a aucune compète. Dans le stand-up? Si, il y en a, mais moi je suis pas dedans, je m'en fous. Je pense en vrai, je te jure, premier degré, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Non, je suis d'accord, mais ça c'est pas le problème. Mais l'ego de chacun, c'est l'ego de chacun. Quand tu vois un mec arriver qui fait vraiment délirer tout le monde, qui a vraiment fait rigoler de fou, toi t'arrives, t'as bossé ton truc et que c'est un peu moins bien. Bien sûr. Je pense que ça existe, moi ça me motive à bosser encore plus. Ouais, il y en a un qui le prennent comme ça. Ouais, je me dis attends, il faut que la prochaine fois que je joue avec ce mec, je suis encore meilleur. Moi c'est comme ça que je le prends. Il y en a d'autres comme moi qui retournent dans leur grotte et qui ne sortent pas pendant 15 jours. Laissez-moi. Et du coup, t'arrives dans le mannequinat. Là, t'es en Grèce, machin, tu fais tes photos. Mais j'ai pas fini mon point qui était hyper intéressant, je pense, pour la commu, qui est celui sur la compétition entre mannequins, la compétition entre actrices. La Miss France, je connais pas, j'ai jamais été Miss France. Donc. Et pourtant. Tu aurais pu gagner. Je suis pas sûre. Il me manque 2 cm. Ah ouais? Ouais, je pense. Non. Peu importe. Donc, quand t'es mannequin, en fait, il n'y a pas vraiment de compétition parce que déjà, tu gagnes beaucoup d'argent sur un shoot. Donc, si t'es une mannequin qui bosse bien, ça roule, tu vois, tu passes plein de castings et tu sais que c'est pas pour toi que t'es prise, c'est pour ton physique. Donc si ils veulent une blonde et que t'es blonde vénitienne, ça marche pas, dommage, c'est pas grave, c'est une autre. Et ça, il y a vraiment cette conscience-là que c'est physique. Donc toi, tout le taf que t'as à faire, c'est être sympa quand t'arrives en casting, être nice, avoir les bonnes photos, avoir ton compo quand t'arrives, bonjour, au revoir, faire de blagues, montrer que t'es sympa et partir. Quand t'es actrice, t'arrives au casting, tu vois les autres, tu dis ah elle peut gagner parce que machin, elle a du charme naturel machin. Après en général tu peux éventuellement entendre sa prestation. Et là tu dis merde, en effet elle est vraiment bien. Tu te compares et tu dis est-ce que je vais être aussi bien qu'elle, est-ce que je vais proposer ce jeu-là. C'est plus de la performance. Et maintenant je sais ce que c'est la compète parce que la compète c'est quelque chose qui te met qui te tient à cœur en fait. Quand t'as un truc qui te tient à cœur, le mannequinat, je pense que les nanas, sauf quand il y a vraiment de la thune, gagner tel shooting ou tel shooting, s'en foutent, tu vois. Tout ce qui intéresse, c'est si c'est un L'Oréal à 15 000, oui, là, t'as un peu les boules. Si t'arrives dans les 2 dernières, tu l'as pas. Excusez-moi pour ce tunnel. J'ai commencé ma phrase, mais je ne savais pas où je terminais. Voilà, c'était pour finir mon point sur la compète. Donc non, il n'y avait pas de compétition dans les apparts de mannequins. Par contre, il y avait des nanas qui étaient vraiment dégueulasses et qui payaient jamais. Non mais attends, j'ai un souvenir. C'est hyper je veux pas du tout m'orienter sur une communauté ou pas, mais il y avait une russe qui était fallait l'entretenir, tu vois. C'était une nana, elle n'avait pas un rond, on allait au resto, tu sais, moi je m'entendais hyper bien avec une fille qui s'appelait Chiara qui était d'Amsterdam, donc on passait un peu, on avait cette mentalité un peu européenne toutes les deux, on était les deux seuls, sinon on était entourés de Russes. Et c'est vrai que quand on allait bouffer, il y avait toujours cette russe qui venait et qui disait on va déjeuner, oui, je viens avec vous. Et puis tu sais, au moment de l'addition, il fallait sortir la carte pour elle, tu vois. Et à chaque fois, c'était comme ça. On lui disait, mais on comprend pas. Pourquoi tu veux pas nous inviter? Pourquoi tu veux pas juste payer ta part? Elle était là, je comprends pas, c'est pas vous qui m'invitez. Et tu sais, je voyais dans son regard qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi? C'est marrant, ça fait vraiment écho au podcast avec Elena, qui est Naga Pétian, qui est une humoriste qu'on a reçue ici, et qui est russe. Ouais. Et du coup, elle en a parlé de ça,
où elle dit vraiment, bah nous, c'était pas dans notre culture. Mais après, c'était avec les mecs, par exemple, au début, où le mec lui dit, bah paye les courses. Ouais. Et elle dit, bah pourquoi ? C'est à toi de payer les courses. Et après, elle a fait une blague en disant, déjà que je te suce, enfin, tu vois. mais c'est dans sa culture. Mais c'est pour ça que je voyais bien dans son regard. Elle ne comprenait pas. Non, il y a vraiment un truc, c'est pas de la radinerie, c'est vraiment un truc culturel. Dire, bah, vous me dites de venir au resto, payer. Ouais. Donc pourquoi je paierais ? Et sa chambre était dégueulasse aussi, donc. Bon, ça, c'est pas forcément russe, ça c'est elle. C'était juste. Et j'ai une question sur le monde du mannequinat, parce que c'est un monde un peu, tu vois, secret. Moi, je trouve il y a un truc un peu. Je suis pas du tout dans ce monde, et je sais qu'il y a un fantasme autour du monde du mannequinat. Je sais pas, il y a un truc un peu. Je sais pas, il y a un truc secret. C'est comment le monde du mannequinat On a l'impression des fois, vous, les mannequins, c'est dur pour vous. Il y a des pervers. Je sais pas comment ça marche. Les photographes, les mecs, ils en profitent. Enfin, j'en sais rien. Il y a ce truc un peu de rêve et en même temps un peu un enfer, j'ai l'impression. En fait, quand tu débutes, au début, je sais pas, il y a des filles qui débutent très très jeunes, mais moi, quand j'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc ça va, j'étais entre guillemets pas aguerrie, mais j'avais des gens autour de moi. T'avais vécu un peu déjà. J'avais vécu. Elle en avait déjà vu. Donc ça va, je trouve que j'ai encore été assez protégée. Malgré tout, je vais te parler d'une expérience personnelle qui est la mienne. Malgré tout, il y a quand même, c'est toi et ta confiance. Parce que même à 22 ans, j'avais pas confiance en moi, je me sentais pas légitime de faire du mannequinat. Donc inconsciemment, tu attires aussi des rencontres qui vont te challenger dans cette non-confiance en toi. Donc c'est-à-dire que sur 10 photoshoots que j'ai fait au début, on va dire, dans mes tout débuts, les premières fois, je savais pas poser machin. On va dire qu'il y en avait 7 qui étaient des hommes. Sur les 7 qui étaient des hommes, tous m'ont proposé de me mettre en lingerie pour faire des photos. Sur ces 7 mecs, 5 m'ont proposé de me mettre toute nue. Sur ces 5 qui m'ont proposé de me mettre toute nue, 3 m'ont proposé de coucher avec eux. Mais comme ça, en plein shooting ? Comme ça, en plein shooting. Et... Alors, comment ils proposent ça ? Donc en fait, c'est quelque chose qui est évolutif. Et je suis vraiment pas la seule, et je suis pas un cas isolé. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se met en place, c'est une confiance qui s'installe. Ça va être soit le mec comprend qu'en effet, il peut aller plus loin avec toi, que soit c'est ton agence qui t'a envoyé, dans ce cas-là, t'es un petit peu safe et on sait que ça s'arrête à la lingerie, soit c'est toi qui l'as contacté en disant j'adore ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on shoot ensemble. Déjà, la gratuité, c'est quand même un truc, tu te dis bon, bah c'est donnant-donnant, je donne de mon image, il me donne de son truc, mais non, en fait, le photographe se sent toujours au-dessus, puisque c'est lui l'artiste, c'est lui qui va te mettre en valeur, c'est lui qui accepte de te prendre toi petite alors qu'il pourrait prendre n'importe qui d'autre. Et donc, tu te retrouves petit à petit à dire bon bah tiens, la lingerie ça serait sympa, c'est quand même sympa qu'on voit un peu de peau, ça ferait bien. Ils utilisent toujours ce truc. Non mais attends, les vêtements c'est trop scolaire. Attends, écoute, on n'est pas à l'école. Attends, ça va, t'es plus une gamine. Et donc petit à petit tu te mets. Après il dit ça serait vraiment bien de te mettre. Je l'ai fait une fois le toute nu avec un pote d'un pote. Et j'ai dit non, plus jamais, je vois pas l'intérêt en fait. Je vais pas l'utiliser dans mon book, je vais pas l'utiliser pour l'envoyer aux agences. C'est vulgaire. Si tu fais un truc vraiment artistique, bien sûr, dans une volonté, je sais pas, d'imprimer des photos, de faire quelque chose, une série un peu particulière, oui, mais dans le daily basis du mannequinat, ça ne sert à rien, les photos de nu. Je suis désolée. À la limite du topless, ça peut être bien fait, ça peut être pas mal. Donc message important pour toutes les jeunes qui veulent faire ce métier, qui rêvent de faire du mannequinat. Voilà, c'est un message de prévention, de dire que, et je pense que ça existe encore, parce que c'était il y a 5-6 ans. Ouais, et du coup, là, et sur ces 3 mecs qui te font des propositions, il y en a, c'est des vrais photographes, c'est des photographes professionnels, c'est des mecs. Mais il y en a qui débutent aussi un peu comme toi. La plupart du temps, oui, bien sûr, c'est des pros en général, tu vois. Et ça va être des trucs aussi sur les 3 qui m'ont proposé de me mettre toute nue. Je pense qu'il y en avait aussi 2 qui me disaient je ressens vraiment un truc pour toi, j'ai vraiment jamais ressenti ça avant. Je crois que je te kiffe et tout, tu vois, en pleine séance de shoot. Tu sais, quand la séance elle dure un peu longue. Ouais, puis 3-4 heures, toi t'es sympa, tu te dis bon bah. Je vais rester, j'aurai des belles photos, machin. Et après, t'es même pas sûr que le mec il te les envoie, les photos. Une fois que tu lui as dit, bah non, moi je suis désolée, je suis pas là-dedans. Et là, du coup, ces photographes-là. Moi, j'ai eu la chance parce qu'ils m'ont envoyé les photos malgré la distance que j'ai mise. Mais c'est pas toujours comme ça. Les mecs, parfois, ils le prennent mal. Ils disent, désolé, j'ai eu trop de boulot. Et ils envoient jamais les photos. Donc, t'as juste perdu ton temps. Donc écoutez, s'il y a des fils de pute, parce qu'on va les appeler comme ça, qui nous écoutent, on va vous faire tomber. Mais attends, mais t'avais vu ce que je t'ai mis sur... T'as vu les stories que j'avais faites sur ce mec, tu sais, qui... Alors, c'était il y a longtemps, ça, mais rappelle-moi, il y avait ce truc. Mais c'est un mec qui est sur Tinder récemment, c'est un mec qui a fait de la tôle, parce que c'est un mec qui droguait les nanas, qui les violait, et je crois, j'ai entendu parler de ça, qui leur transmettait le sida.
Alors, je n'ai pas toutes ces infos sur cette Je personne. suis pas sûre pour le signer. Alors, est-ce qu'on peut dire son nom? Est-ce qu'il a été inculpé ou est-ce que c'est de la diffamation? Je pense pas que ce soit de la diffamation de dire son nom. Il a été inculpé, donc est-ce que c'est toujours de la diffamation? Écoutez, on vérifiera, sinon on bipera ce nom. Non mais tu l'as vu mon histoire ou pas? Non, dis-moi. En gros, c'était vraiment le début. Le début du début. J'ai 22 ans. Je fais mes premiers shoots, mais j'ai besoin d'avoir des belles photos, tu vois. Et ce mec, donc, qui s'appelle a vraiment un beau book. Tu sens qu'il a fait du Vogue, du Vanity Fair. Tu sens que le mec, il a un book sérieux. Donc il est photographe pro. Photographe pro. Il le poste bien sur son Facebook, il le montre bien. Et un jour, c'est lui qui me contacte, qui me dit tiens, j'aimerais vraiment bien faire un shoot avec toi. T'as quelque chose de particulier, ça te dirait qu'on fasse un shoot. Moi, je suis hyper contente, mais c'était le moment où, comme je commençais à être sur Instagram, etc., ça m'a pas choqué que le mec vienne vers moi. Bien sûr, parce qu'il y en a plusieurs, je pense, qui te proposent des choses. Et puis c'était un peu un essor, c'était un peu le début aussi pour moi. Il y avait une espèce de mouvance, donc ça m'a pas étonné. Le gars n'était jamais dispo après 21h. Donc il me dit toute cette semaine, je suis pas dispo, j'ai que du 21h. Ça te va si on se retrouve après 21h? Je suis là, bah non, moi après 21h, désolé, mais je rejoins mon mec. Il fait t'as un mec, dis donc, il est pas très sympa ton mec. Je lui dis écoute, c'est vrai qu'on se voit pas beaucoup en ce moment. Moi je joue sur la carte. Déjà, j'étais un peu grande gueule quand je relis ma conversation sur Facebook. Le mec, il savait pas dans quoi il était tombé. Et surtout, je prenais le parti de raconter ma vie. Donc d'être très honnête avec lui pour pas qu'il croit qu'il y a quelque chose de possible, tu vois. Et plus ça va, plus le mec me dit on trouve une heure. Et là, il me dit ok, ah oui, non, c'était pas pour shooter. Ah si, au début, c'était pour shooter directement. Et moi, je lui dis écoute, j'aimerais bien qu'on se rencontre quand même un peu avant de shooter, tu vois. Je me suis sauvé la vie. Et il me dit écoute, ok, on va se retrouver dans tel bar. Est-ce que tu connais les bars à l'époque de la Prohibition? En fait, c'est des bars. Tu rentres, t'as l'impression de rentrer dans un bar normal. Mais en fait, t'arrives dans un sous-sol. Et après, c'est une cave. Ça te dirait qu'on se retrouve dans ce genre de bar? Je dis non. J'aimerais bien aller plutôt. Il n'y a rien de professionnel dans un bar comme ça. On est sur un dating, quoi. Il n'y a rien de pro du tout. Je vois pas en quoi c'est marrant. Je lui dis non, on va se retrouver à 18h, place de la Bastille, tel jour. Au PMU. Et sur la terrasse, tu vois. Et le mec, quand je le rencontre, et c'est ma non-confiance en moi qui m'a sauvé la vie, parce que le mec était là à insister, à dire mais je comprends pas, pourquoi tu veux pas faire des photos avec moi? Le mec était très grand, il faisait sans déconner. Donc tu l'as vu? Je l'ai vu, je prends rendez-vous avec lui, très rassurant, très mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, machin. Et moi, dans ma tête, je me dis mais qu'est-ce que j'ai d'exceptionnel? Pourquoi limite j'ai l'impression qu'il me force à faire ce shooting, alors que soi-disant il en a plein des filles, tu vois. Il peut aller avec n'importe qui, pourquoi moi? Et moi, là c'est en me disant mais je suis personne en fait, donc pourquoi moi? C'est ça qui m'a sauvé la vie, mon pote. C'est qu'après j'ai dit non, je vais plus jamais répondu sur le shooting après cet entretien. Alors qu'il a rien laissé paraître. Il m'a offert mon café en me disant ça va bien se passer, t'inquiète pas, faisons ça. Super. Et toi, quand on t'offre des choses, moi, quand normalement, on m'offre souvent, tu craques. Fallait pas trop qu'il m'offre de verre, j'aurais pu. Voilà, s'il y avait le dessert, le carrot cake offert aussi, là, le shooting était fait, quoi. T'es vraiment un enfoiré parce que toi, c'est juste que toi, tu m'offres jamais rien. Pour ça, je te l'appelle radin. C'est qui a offert le dernier verre? C'est moi? Oui. Allez, on enchaîne. Et donc. J'ai eu de la chance parce que j'ai appris après que le mec droguait les filles, donc à son studio, il te dit tiens, tu veux un verre d'eau, tu veux un café, quelque chose, il te drogue, il te viole et... Henri, t'as bien mis le GHB dans son verre, dans son thé là qu'on lui a offert. Ah non, c'est Henri qui l'a bu. Non mais tu sais que du coup il s'est fait gauler il y a pas longtemps ce gars-là. Ouais mais il est ressorti. Apparemment il est sur Tinder maintenant. Ok, donc on bipera son nom pour éviter toute diffamation. Mais c'est chaud tu vois. Mais c'est un message important à passer à toutes les mannequins, à toutes les comédiennes aussi, parce que moi j'ai beaucoup été quand j'ai commencé ce métier, à tous les comédiens aussi, hein, parce qu'il y a aussi de l'autre côté, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de groupes Facebook où voilà, quand on est comédien, mannequin, de métier artistique, même chanteur peut-être, hein, on rêve de faire ce métier, on se dit qu'il y a des gens importants qui peuvent nous aider, on voit des annonces, cherche machin, et voilà, j'ai déjà eu des potes qui ont eu des propositions de casting. Si on vous demande les filles d'envoyer des photos, des photos de book, si on vous demande après d'envoyer des photos dénudées par mail, jamais de la vie, des photos en sous-vêtements, jamais de la vie. Si on vous propose des castings un peu bizarres, voilà, commencer par dire écoutez, on peut peut-être se rencontrer dans un bar avant pour discuter, ou alors venez avec quelqu'un, venez avec une copine, venez avec un pote, c'est très important avec votre mec, j'en sais rien, parce que y a des fils de pute dans ce métier, dans tous les métiers artistiques, qui vont utiliser vos rêves, qui vont utiliser votre non-connaissance, des fois votre non-confiance en vous, en vous disant que ce métier ça se passe comme ça, que vous savez dans ce métier il faut coucher pour réussir.
C'est faux. Que dans ce métier, il faut un peu se mettre à nu, il faut se lâcher. Si on te dit, tu feras comment s'il y a un tournage, on me dit de te mettre toute nue et que là, t'oses pas devant moi. Voilà, ça, c'est une bonne phrase de fils de chien. Donc non, vous refusez. Si un jour vous êtes avec Spielberg et que vous avez signé un contrat et qu'il y a une prod et il vous dit, là, c'est une scène à poil. Bon, là. T'auras un coach. T'auras un coach qui va te dire, ok, c'est comme ça, t'auras une équipe technique. Ok, c'est normal dans ce métier. Mais un gars dans un casting qui te dit, vous êtes chez lui avec une vieille caméra et qui te dit, maintenant, faut se mettre toute nue, c'est mieux pour le. Jamais de la vie, ok. Attention à vous, mesdemoiselles, attention à vous, messieurs, parce que ça arrive aussi. Parce qu'il y a des fils de chiens qui se servent de ça pour manipuler, pour avoir des faveurs sexuelles et ça vous sert à rien. Voilà, tout simplement. Donc c'est important d'en parler, très important. Ouais. Donc toi, tu as vu ça sans le voir, mais tu as eu des propositions, évidemment. Bien sûr. Et surtout, moi, je me sens chanceuse parce que c'est pas la moitié de mes copines qui ont eu une expérience. Ouais, parce que toi, en plus, tu arrives à 22 ans. Mannequinat, souvent, tu arrives à 15 piges à Paris, à 16 ans, tu n'as aucune connaissance sur les gens et on te présente des gars, tu te dis que c'est des bonnes personnes et en fait, tu tombes sur des connards, quoi. Je pense que le pire âge encore quand t'as 15-16, justement, on sait que t'es jeune, donc t'es un peu couvé par les agences, surtout qu'en général tu viens peut-être d'un pays un peu d'étranger ou tu viens de province, donc les agences, et surtout t'as les parents qui sont là en général si jamais ils ont l'occasion. Sinon, t'es assez couvé. Je pense que l'âge bâtard, c'est quand t'as 18 ans. À 18 ans, t'es vraiment un peu con parce que, moi quand je jouais à 22, j'étais pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, tu vois. C'est un milieu qu'on connaît pas. Et du coup, là, on dit, non, mais c'est bon, t'as 18 ans, t'es plus un bébé quand même. Et donc, à 18 ans, tu te démerdes tout seul. Tu dois faire, toi, tes propres choix. Toi, te dire, est-ce que je vais à tel truc ou pas tel truc. Et toi, fonder un peu ta carrière dès 18 ans, tu vois. Et je trouve que c'est vraiment un âge. Et moi, c'est l'âge où j'ai eu des copines qui ont eu des problèmes, malheureusement, parce qu'elles n'étaient pas assez matures pour pouvoir dire non, pas assez fortes et pas assez confiantes en elles, pour pouvoir avoir la force de refuser des offres. Et du coup, tu te retrouves à te dire, putain, mais est-ce que c'est pas un truc un peu hard que j'ai vécu là ? Pourquoi j'ai dit oui ? Bien sûr. Non, mais c'est important d'en parler. Du coup, là, on est d'accord. Là, à quel âge t'as ton premier contrat, peut-être ? Eh ben, j'avais 23 ans, je crois, et c'était pour Pimki. Je crois que c'était 6 mois plus tard. D'ailleurs, j'ai toujours... Sympa, Pimki, c'est mignon. Si tu voulais venir avec moi dans le 5e, je te montrerai, je suis toujours dans la boutique. Mais les photos ont quel âge ? Mais les photos ont 7 ans. Et t'es encore dans la boutique ? Je suis encore dans la boutique. J'adore. On affiche à la boutique Boulevard Saint-Michel. Boulevard Saint-Michel en 5e. N'hésitez pas si vous voulez voir Léa. Voilà. Alors, vous allez pas me reconnaître, j'ai plus du tout la même gueule. Alors, j'ai vraiment pris un coup de pelle. J'ai aucune idée des prix. C'est mieux payé quand même que les pubs. Enfin, c'est des droits quand même qui sont... Enfin, en tout cas... Donc on est d'accord que si t'es encore à Pimki, tous les ans tu touches encore des droits de Pimki. Je touche encore des droits. Ah, j'adore. Là, je vais bientôt les recevoir. D'ailleurs, ça va faire du bien au porte-monnaie. Mais combien t'es payé ? 3500. 3500 à chaque fois, tu reçois ça tous les ans ? Chaque année, je reçois 3500. Ah, pas mal. Et le shoot en lui-même au début, la première année ? C'était pas mal payé. Je crois que c'était payé avec les droits de l'époque. Je crois que c'était payé genre 5000, un truc comme ça. Pas mal. Mais il faut savoir que dans le mannequinat, on te prend 70% dans les agences françaises. 70% ? Oui. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la loi, tu as des taxes. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux être en auto-entrepreneur de mannequin ? Non, ça marche pas. Tu peux être en auto-entrepreneur de influenceur, donc tu peux un peu truc comme ça, mais t'as pas le droit d'être auto-entrepreneur pour le mannequinat. Il faut que tu sois dans une agence. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est la loi. Tu peux créer ta propre agence, ta propre structure, mais tu n'as pas le droit d'être auto-entrepreneur en tant que mannequin. Ah ouais, c'est abusé. Ouais. Enfin, je trouve ça abusé. Ah, et du coup, alors là, c'est tes premiers cachets. Qu'est-ce que tu fais ? Parce que là, c'est bon, tu te dis, je suis mannequin. Ouais. Et là, je me dis, ça y est, enfin, je suis mannequin. Parce qu'au début, je me sentais pas légitime. Tu sais, quand les gens me disaient, alors, tu fais quoi ? C'était un peu entre deux. T'as plus RMC, t'as plus trop le journalisme. Ça, je suis mannequin. Trop bizarre la première fois de dire ça. Je pense que j'ai mis 1 an et demi avant de le dire. Tu sais, les gens te regardent. Tu sais, mais encore des fois, les gens, tu fais quoi ? Je fais des blagues. Ah bon ? Bah, ça dépend, parce que tu sais, des fois, tu es humoriste, si les gens sont un peu bourrés, ah ouais, je fais des blagues. Non, mais je dis, je fais des blagues, je fais des vidéos sur Internet, je suis créateur de contenu, mais pour le coup, je veux dire, t'es vraiment humoriste, quoi. Donc bon, oui, je sais, non, mais maintenant, ça commence. Ouais. Mais des fois, tu rencontres des gens, et tu connais des fois, au début, tu dis, je suis humoriste. Sorry, mec, ok. Ouais. C'est juste les gens qui se font un peu chier. Non, c'est mon métier. C'est mon métier, tu fais quoi, toi ? Ah, bah, ok, t'es développeur, je peux faire ok mec, je développe des applis. C'est donc toi l'appli RATP. Ok. Ouais.
Non mais c'est marrant, mais c'est ce truc-là qui est drôle quand dans ce genre de métier, les gens, pour eux c'est un autre monde, ce qui est normal. Ouais. Ce qui est normal. Et t'as fait quoi? Vraiment, je suis comédienne. Et t'as fait quoi? Heureusement, moi j'ai un truc à dire, mais quand t'as rien à dire. C'est pour ça qu'au début, moi, j'étais acteur. T'as joué dans quoi? Rien. Ouais. Et encore maintenant. Voilà. Je sors tout juste d'école, ça fait 4 ans. Je sors juste, je viens de Je sors d'école de Florent, là. Ça finit quand? 2015. Et du coup, là, après, tu enchaînes les contrats parce que c'est ça le plus dur dans ces métiers-là, c'est que des fois, c'est OK, pump it up, et pendant 2 ans, rien, ce qui est possible. Moi, ça a cartonné tout de suite. C'est-à-dire que ça a vraiment hyper bien marché dès le début. Et puis, il y avait un peu le début de l'influencing. Et j'ai un peu pris ce tournant-là aussi. Tu dis influencing, toi? J'étais pas influencing, mais j'ai eu quelques followers. Non, mais tu dis le mot influencing? Non, je sais pas ce qui m'a pris de le dire. Mais pourquoi pas, écoutez. Tu l'as jamais entendu? Non. C'est bizarre. Dans le milieu de l'influence, on dit non? Non. Je me rends compte que ça se trouve, mais personne ne le dit, hein. Ça se trouve, c'est moi qui. Il n'y a que toi, mais moi ça me plaît. Lançons-la en commentaire, n'hésitez pas à dire si on dit influencing ou influence ou influencering, ce que vous voulez. Voilà, je commence un peu là-dedans vite fait parce que j'ai des followers. Parce que j'avais fait la campagne pour Jeanne Damas. J'étais partie à Tanger avec Elsie pour sa marque rouge. Et ça m'avait bien lancé. Alors, je connais Jeanne Damas, je ne connais pas sa marque rouge. Mais d'accord. Et du coup, elle, sur les réseaux, elle est très, très suivie. Donc, ça t'a permis de... Ouais. Et du coup, c'est ça vraiment qui m'a lancé. Parce qu'à l'époque, vraiment, quand tu avais une fille qui commençait à être en shooting avec elle, tu dis, ah bah ça y est, c'est la nouvelle nana, c'est la nouvelle un peu new face, et ça m'a vraiment bien aidé. Et du coup, là, tu découvres vraiment le monde du mannequinat. Donc, comment c'est le monde du mannequinat? Je sais pas, tu sais, il y a un rêve sur les fêtes des mannequins, la drogue, je sais pas, j'ai un truc, moi, je sais pas, j'imagine les mannequins qui sortent qu'entre elles, qui kiffent et tout. C'est quoi le monde du mannequinat? Je sais pas. Ou c'est vraiment en fait, rien de tout ça? Déjà, t'as 2 types de mannequinat. T'as ce qu'on appelle les nanas commerciales, comme moi, comme Anaïs, qui sont des filles qui... Anaïs, qui est la fille que tu vas voir après et que je vais épouser bientôt. Alors du coup, bonne chance mon pote. Elle a je viens de me prendre un vent avant même d'avoir rencontré cette personne, mais ça me fait plaisir. Je t'ai déjà dit, Edouard. Oui, elle a quelqu'un dans sa vie. Et alors, la vie est longue. Et donc, les filles comme moi et comme Anaïs, on est des filles ce qu'on appelle commerciales, c'est-à-dire qu'on va pas défiler, tu vois, on fait plutôt des trucs de beauté ou des trucs de commercial. Vous faites Pinky, vous faites Jennifer, Schwarzkopf, ok, lourd. comme ça. Tu peux faire de la beauté, du Clarins, des trucs comme ça, mais tu vas pas faire les défilés. Tu vas pas faire Margiela, tu vas pas faire. T'as jamais fait de défilé toi? Non. Mais parce que je n'y crois rien. Est-ce qu'il y a un truc physique ou c'est juste que c'était pas ton envie? Non, j'étais pas assez grande et pas assez fine. C'est ça la question. Et je pense que j'ai un visage commercial aussi. Pas assez fine? Ouais. Il y a quoi de plus fin que toi? Les mannequins défilés. Alors, est-ce que aussi il y a un truc sur le mannequinat, tu sais, il y a tous ces trucs sur les mannequins ils mangent rien. Est-ce que toi t'as été là-dedans? Est-ce que ça a été des fois on t'a dit en shoot par contre la meuf non, jamais? Moi jamais. C'est plus moi qui me régulais, c'est plus moi qui faisais attention en me disant bon là ma belle, t'as un casting lingerie demain. Et ça m'est resté, tu vois. Je pense que c'est pour ça que je fais autant de sport. C'est qu'on va pas se mentir. L'approche de la trentaine, je suis plus proche de la ménopause que de la couverture de Vogue, donc forcément. Faire attention à rester un peu dans la compète, rester un peu Non mais parce que c'est normal, parce que ton corps est ton outil. Voilà, mon corps est mon outil. Ce qui est ton outil de travail, donc ce qui est logique. Donc tu vois, la semaine dernière, je le savais, pourtant, je suis sortie tout le week-end, j'avais un casting, j'avais pas regardé que c'était marqué lingerie. Je peux te dire que j'arrive là-bas, tu rentres le ventre, tu te dis bon je vais essayer de me mettre au maximum de ce que je peux. Dieu merci, j'étais encore un peu bronzée. Mais voilà, ça peut te tomber dessus n'importe quand et si tu te sens pas au top, t'as pas le truc. Il faut se sentir au top en soi. Mais t'as eu des amis qui ont eu des brimades en mode alors qu'elles sont fines comme ça et on leur a dit non mais là c'est trop, là faut que t'arrêtes de manger, c'est pas bon pour. Moi j'ai eu des potes qui ont eu ça, dans des agences un peu plus casse-couilles ou des filles qui bossent plus sur des trucs peut-être physiques, qui font vraiment beaucoup de lingerie ou qui font beaucoup de trucs où on les voit particulièrement. Ou alors avec des clients exigeants qui veulent que quand tu rentres dans du 34, c'est 34 et c'est pas 36, tu vois. Ah ouais, non mais ça moi c'est... Et est-ce que c'est en train d'évoluer le monde de la mode sur ça? Tu sais, il y a le body positive aujourd'hui. Est-ce que c'est en train d'évoluer ou vraiment c'est du bullshit? Des fois, tu sais, on voit un peu maintenant des mannequins un peu plus rondes, avec des mannequins avec des formes dans les affiches publicitaires. Est-ce que c'est vraiment du body washing en mode regardez, on fait des efforts, ou vraiment il n'y a aucun effort de fait? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même vachement plus d'efforts. Enfin, tu vois, ils retouchent un peu de moins en moins. Peut-être on va laisser voir les vergitures, les trucs comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une loi où c'est marqué photo retouchée maintenant? Je crois sur certaines affiches, maintenant c'est marqué cette photo a été retouchée.
Ah ouais, je me rappelle plus. Je crois. Si tu regardes, dites-moi, mais je crois que dans le métro et dans le truc, c'est marqué cette photo a été retouchée. Ouais, ça me dit quelque chose. Sur les stars et tout. Bah ouais, mais pourtant, enfin, tu vois comment ils sont retouchés. Quand je vois Julia Roberts faire... Quoi ? Non mais oui, elles sont retouchées de ouf. Ouais, tu vois, quand je me rappelle de l'affiche La vie est belle, enfin, je me dis, mais c'est pas elle. On dirait que c'est pas elle, on dirait que c'est quelqu'un d'autre. Et ça, dans les grandes enseignes comme ça me dérange encore que eux, qui ont l'argent, la possibilité de montrer, de faire des campagnes d'affichage assez grandes, tu vois, donc on voit l'affiche, tu peux pas ne pas la voir si tu te balades aujourd'hui, ne pas faire cet effort-là, justement. Je sais pas si c'est une volonté de la personnalité qui est prise en photo ou une volonté de la marque de pas laisser apparaître une seule ride ou un truc, et je trouve ça dommage, tu vois. Et du coup, on est d'accord que ça avance un peu aussi, ou ça, même sur les. Tu vois, je sais qu'il y a des il y a eu des campagnes de femmes âgées, tout ça. Oui, mais ça dépend des marques. Dans le luxe, je pense qu'on n'en est pas encore à ce stade-là. Alors, soit on va être à l'extrême, c'est-à-dire, je sais pas moi, comme. Je sais pas, Balenciaga, par exemple, qui va prendre des dames âgées pour défiler ou des trucs comme ça, ouais. Ou des gens qui sont pas forcément mannequins, des sacs poubelles, des trucs, histoire de mettre un point sur la table. Jean-Paul Gaultier faisait ça un peu aussi. Jean-Paul Gaultier aussi. Mais c'est pas tout le monde qui montre cette image-là, j'ai l'impression. Après, je te parle de ma connaissance. Mais du coup, est-ce que dans le prêt-à-porter, du coup, plus commercial, est-ce qu'il y a un peu plus de ça ? Est-ce qu'il y a un peu plus de body positive, des filles dites normales, entre grosses guillemets, qui ressemblent plus au reste de la population plutôt que des mannequins qui font... En général, quand tu fais des shoots, déjà les mecs, ils te donnent les protos. Donc, c'est-à-dire qu'ils te donnent les trucs en 38. Donc ils sont contents quand tu as des formes, tu vois, parce qu'ils disent c'est bien, tu remplis bien le vêtement. Justement, ils veulent que tu sois... ils veulent pas des nanas fines, ils veulent des nanas qui remplissent bien, tu vois. Donc ça, je pense que c'est un truc, ça dépend des marques en fait. Après, si les mecs ils se sont plantés, ils ont les protos en 34, merde, il va falloir prendre une nana qui fait du 34 parce que... Moi j'avais fait dans ma grande carrière de mannequin. What ? Ouais, tu connais pas ma carrière de mannequin ? Non. En fait, moi je suis dans une agence de mannequins très commerciale. Moi, quoi ? Je suis dans 2 agences de mannequins. Quoi ? Oui, quoi, c'est dérangeant ? Mais non. en effet, on ne se connaît pas, Edouard. Je comprends pas. Alors, à quel moment tu me l'as jamais dit ? Je suis dans une agence de mannequins où j'ai fait quelques trucs, mais genre photo défilé Fashion Week. Quoi ? J'avais fait un défilé, c'était le casting le plus drôle de ma vie. J'arrive au casting pour défiler pour Issei Miyake. Quoi ? Ouais, grande marque. Mais oui, grande marque. Que évidemment je ne connais pas du tout. Moi, tu sais, moi c'est Jules et Célio. Hein, donc, quoique maintenant, on a fait du shopping avec Léa et c'est un t-shirt qu'on a acheté ensemble. Alors, j'arrive et tu sais, Issei Miyake, ils veulent faire une sorte de truc un peu sportif. Ils veulent pas faire des gens juste qui marchent, ils veulent faire des gens qui font des activités sportives. Et le casting, fallait faire un truc, c'est avec les anneaux. Tu sais, d'anneau en anneau. Sauf que moi, je fais 2 mètres. Donc déjà, quand je fais les anneaux, mes pieds touchent par terre. Donc, tu sais, les autres, ils arrivent, ils font ça. Donc moi, vraiment, je touche les pieds par terre. Donc ils me disent, essaye de te... Mais impossible, aucun muscle. Après, ils me disent, ok, Edouard, est-ce que tu sais marcher sur la start line, là, où tu dois marcher sur une truc en équilibre ? Je dis, bien sûr. Donc j'essaye, évidemment. Je me ratame la gueule, c'est ridicule. Et après, on était 4 à se balancer un ballon. Et c'est ça le casting. Et on dit ouais parce qu'en fait le défilé ça va être un peu ça, c'est pour la Fashion Week là, en fait ils veulent un truc qui bouge, avec, en gros les mannequins ils marchent, genre, ils font des trucs, ils bougent, et du coup on était 4 à se lancer un ballon, et après il y avait un deuxième truc, il fallait courir, on faisait des 100 mètres, et du coup c'était 50 mètres où je courais et le gars me prenait en photo, alors vraiment je devais être comme as, et vraiment je me dis mais quel est l'intérêt ? Encore la course, tu vois, ça me choque pas, parce que vas-y, leurs idées de toute façon dans la mode. Et voilà. J'étais vraiment. Mais le truc des anneaux, j'étais mort de rire. Il me disait, si vous allez vraiment. Et il y en a qui le faisaient, tu sais, qui se balançaient d'anneau en anneau, et moi je touchais par terre, donc en fait je faisais juste ça. C'était le plus grand des mannequins, toi. Bah oui. 2m10. J'avais fait aussi un casting pour. À l'époque, quand je venais d'arriver à Paris, j'avais dit, je fais tout. J'avais fait un casting pour genre Elite. Mais tu sais, c'était où ils font des castings sauvages, ou non, Perfect Mode. Non, je sais plus quoi. Non, un autre truc, bref. Et j'arrive pour un casting. On était 10 et tu sais il y avait un jury. Alors le jury frère, c'est des gens en fait après tu captes que c'est des gens vraiment à la ramasse. Il y en a aucun, il y en a une meuf, elle a fait 3 photos dans sa life. Elle est jury. Il y a une meuf, elle a dû faire un casting pour Pimki, elle est dans le jury. Enfin c'est que des gens et puis un mec qui gère une agence. Bref. Pas le perdu pour Pimki by the way. Non, on vous aime Pimki, continuez à la payer. Et là vraiment on est 15 sur une ligne, on est 200 à faire le casting, t'attends 3 heures et c'est vraiment nouvelle star quoi. Et tu dois te présenter, marcher devant eux, et dire je m'appelle Edouard, voilà machin. Et ils arrivent à moi, ils disent tu sais faire quoi ? Je dis moi, je sais twerker. Et ils me disent ah ouais, vas-y, pas de problème. Je me mets contre le mur, je me mets la tête en arrière et je commence à twerker.
Mais non. Parce qu'en fait, ça faisait 1h30, j'attendais, tout le monde était stressé. Et en fait, moi, j'étais en mode, est-ce que je m'en bats les couilles ? Oui. Et en fait, le truc qui était cool, c'est que tu faisais un shooting et tu payais 30 € et tu récupérais les photos. Oui. En fait, moi, ça me faisait juste faire des photos pas chères. Tu faisais un shooting, j'ai encore les photos, attention. Attends, pousse. T'avais vraiment donc une volonté d'être mannequin, genre quand t'es arrivé à c'était Paris. En mode je veux me faire connaître par tous les moyens, j'ai du temps, j'ai une après-midi à rien faire, autant faire ça. S'il y avait eu le casting de Love Story, tu serais allé quoi. Non, pas de ça. Là, petite photo de moi, je te l'enverrai, elle est magnifique. Moi au shooting, où je suis vraiment en Marcel avec mes petits bras comme ça, sans barbe, je suis comme ça. Ouais, c'est ridicule, c'est très marrant. Évidemment, j'ai pas été pris. Je vais essayer de vous retrouver aussi la vidéo où je twerk contre le mur, où le jury évidemment est mort de rire. Mais non, bah c'est trop bien. Et ils sont morts de rire, parce que toute la journée ils ont des mecs qui arrivent. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 19 ans et moi je viens de Laval. Et ils ont un mec. Des balles perdues pour toutes les rêves que j'ai balancés. Et ils ont un mec qui arrive qui fait bah moi je sais twerker. Vas-y, ok. Et je me mets. Et tu savais vraiment le faire ou pas? Mais non, je me suis mis, tu sais, je me suis vraiment là en poirier avec les pieds là et je me suis mis contre le mur comme ça. Énorme. Évidemment, j'ai pas été pris. Et après, j'ai aussi intégré une agence, j'avais des photos qui étaient sympas. J'ai intégré une agence à Lille de modèles, mais tu sais, c'est pour faire dans les trucs, je sais pas, pour Ikea, pour des meubles et tout. Tu sais, ou des scènes de vie où t'es genre comme ça sur un canapé. Et t'es dans des magazines. Juste une agence de pub en fait. Ouais, mais une agence de pub photo mannequin. Mais tu sais, pour des marques genre de photos, mais c'est pas de la vidéo. Ok, c'est pas du mannequinat, c'est que de la photo et c'est que pour un peu des pubs. C'est ça, des pubs un peu d'ambiance. Par exemple, SFR, trucs comme ça. Ouais, mais c'est du mannequinat quand même, poussé pour dans les catalogues. Tu sais, C'était spécialisé catalogue. Ouais, genre catalogue, genre les photos, genre les affiches aussi un peu, je pense, tu vois. Bah, c'est sympa, c'est comme un peu une agence de pub, mais juste en photo. Et du coup, un jour, on m'appelle, on me dit, Edouard, il y a un casting à Villeneuve-d'Ascq. C'est où? C'est au-dessus de Lille. Ah. Moi, dans ma déterre la plus complète, parce que moi, je suis très déter. Hein. À l'époque, j'ai rien à faire. Je dis, j'arrive, je paye mon train et tout, je m'en bats les couilles, j'arrive à Lille. Villeneuve-d'Ascq, on est vraiment... après, je prends un bus et j'arrive dans un énorme hangar. Vraiment, j'ai fait 3 heures de route, quoi, pour un casting. Ils disent, ok, salut, et tout. Et j'arrive, déjà, ils me font essayer les fringues. Et évidemment, rien ne me va. Il fallait peut-être te prévoir un petit peu avant, peut-être. Ils disent, bon, c'est pas grave, et tout, t'inquiète. Et en fait, j'arrive... donc, c'est vraiment un grand studio où t'as une fausse salle de bain, une fausse cuisine, et tu t'assois pour vendre la cuisine, quoi. C'est genre cuisiner là, quoi. Ou tu sais, cuisiner là, tu sais, t'as des mecs qui sont en train de cuisiner, et puis voilà, Et je me mets sur le fauteuil, et le canapé, et le gars me dit, ah ouais, mais... Le problème, c'est que t'es très grand, et donc en fait, on a l'impression que le canapé fait vraiment 12 cm, quoi. Et en fait, il me dit, c'est pas vendeur, parce que du coup, on a l'impression que le canapé est petit. Après, je vais dans le lit, mes pieds dépassent de ça. Donc, ils me disent, ok, donc là, c'est pas possible. Et vraiment, du coup, je repars du casting 1 heure après. Et c'était limite un pré-shoot, quoi, parce qu'on était plus que 4, quoi. Il m'avait vraiment sélectionné en photo. Et vraiment, le gars me fait comprendre, bah frère, ce sera pas toi, parce que, en fait, tu rentres dans aucun meuble. Et vraiment, je suis rentré chez WAM dans mon 10 mètres carrés le soir à Paris. Je dis voilà, donc ça c'est ma vie, quoi. Mais non. Et pour l'acting d'ailleurs, on t'a déjà demandé, on t'a déjà dit que t'étais beaucoup trop grand pour la cam? Pire que ça. J'arrive à Paris. Au bout de... Je suis à Florent en 2e année, je fais un casting. Je fais un casting pour une série policière sur TF1, genre truc de ouf. Je fais le casting et c'est juste un flashback, donc j'ai pas de parole. Je suis avec une meuf. En gros, le personnage principal, il a un flashback de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, il est avec une meuf et ils s'embrassent. Il est en tenue d'armée, ils s'embrassent et ils se disent au revoir. Fin. Petite scène. Je passe le casting, le gars me dit, t'es pris. Le réalisateur a adoré, c'est génial et tout. Je sais pas. Et tout, j'arrive, on vient me chercher en bas de chez moi, voiture et tout. Je dis, le cinéma, j'arrive, je suis trop chaud et tout. J'arrive et tout au truc, il m'habille, je suis en tenue militaire. J'étais aux essayages la semaine d'avant et tout, je suis en tenue militaire, je prends des photos, je suis en mode, c'est la première fois que j'ai un costume. J'arrive sur le set, j'attends 3 heures et tout. Il y a les figures qui sont là, qui me racontent leur vie et tout. Je dis, moi c'est mon premier rôle et tout. Ah, super et tout, machin. Le cadreur, ils me mettent la meuf elle m'arrive là. Elle m'arrive vraiment au niveau, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, elle m'arrive vraiment au niveau du pec. Et là, je vois le cadreur qui arrive pour la scène. Hein. Il me regarde, il fait. Il pose la cam, il va voir le réal, il parle. Et là, il y a vraiment le chargé, vraiment l'assistant qui me dit, Edouard, bon, ça va pas être possible en fait. En fait, au casting, j'avais pas vu ta taille. Enfin, je l'avais pas dit au réal. Du coup, bon,
je t'invite à retourner en loge et te changer. Non, arrête. Je suis sur le set, il y a tout le monde, les figures, le perchman et tout. Je suis comme ça, c'est mon premier rôle. Je suis trop content. T'as capté? J'avais déjà dit à mes parents. Ce film-là, il sort l'année prochaine. Soyez devant. À l'époque, je suis dans mon club de basket en Normandie. Je le dis à tout le monde. Je dis, les gars, putain, l'erreur. Bientôt sur TF1, prime time, 21h. Préparez-vous, je suis dedans. Tout le monde est prévenu. Tout le monde est prévenu. Et sur le set, on me dit, non, ils ont pris le maquilleur qui a pris ma place, un mec, aucun rapport. Mais non, mais ce qui est logique, parce qu'en fait, le mec dans la série, c'était 20 ans plus tôt. Le gars, il fait 1m80. T'avais une phrase ou pas? Il n'y avait rien. C'était de la silhouette. Ouais, après, il m'a dit, bah, tu seras quand même payé. Je m'en branle de te payer, limite. Vas-y, me payez pas, mais faites-moi tourner, quoi. Et voilà. Et là, je suis dans le taxi, vraiment. J'ai 20 piges. Je me dis, mais ça va être un enfer, ce taf. Après, je suis vraiment resté chez moi, je pense, toute la journée à bader. Vraiment, j'étais chez moi dans mon 10 mètres carrés. Je me disais, mais quelle horreur. J'y arriverai jamais. Alors que bon, 5 ans plus tard, toujours pas réussi, mais 10 ans plus tard. Le million sur TikTok. Ok. Non, mais tu vois, et c'était horrible. C'était ma première expérience au ciné, c'était horrible. Ça, j'avoue que c'est hard. Franchement, en première expérience, t'as rien fait, on te met ça dans la gueule. T'as ton rôle et tout. Mes parents, après, alors ça sort quand? Ça sortira pas, je vous le dis. Les gens, dans mon Normandie, on regarde, hein, c'est bientôt. En fait, ça va pas passer. Le truc pire que ça, c'est que quand tu crois que vraiment c'est bon, t'as dépassé le tournage, c'est bon, t'as tourné, d'être coupé au montage. Oh, c'est arrivé ça? C'est arrivé à un de mes meilleurs potes. Coupé au montage d'une grosse série là, qui est sortie il y a pas longtemps sur Netflix. Le mec, il avait quand même il avait un rôle. Hein. Un vrai rôle. Il avait 3 jours de tournage, un vrai rôle. C'était un petit rôle, mais c'était un vrai rôle. Et le pire, c'est que souvent, tu te remets en question, alors que c'est même pas ton jeu. Non, c'est pas toi, c'est qu'ils ont voulu axer l'histoire sur cet axe-là. Voilà, puis des fois, il faut cut, quoi. Ouais. Donc, revenons à notre histoire. Tu commences à faire des shoots, ça marche super bien. Ouais. C'est quoi ta plus grosse campagne jusqu'à présent? Soit bourgeois, soit... un truc un peu la honte, c'est des chiottes, c'est Jacob de la Font. T'as fait une pub pour des chiottes? Alors, c'est cuisine, salle de bain, c'est de la céramique, c'est des éviers, c'est des chiottes, c'est des douches. Excuse-moi, il y a un shoot où t'es sur le toilette. Alors, donc, pour cette photo-là, toilette, j'avais dit les mecs, c'est quand même mon image là, certes, je suis très bien payée, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les toilettes? En fait, elle me dit, mais non, tu vas voir, ça va être un truc hyper fun, en fait. Tu sais, j'étais habillée hyper prépi. En PQ. En talons. J'étais en talons, j'étais avec une petite robette, je devais faire des trucs hyper dynamiques, tu sais, la nana hyper fraîche qui se prépare chez elle, tu vois. Elle me dit, alors ça va être hyper marrant, tu vas mettre juste un pied sur les chiottes. Et donc, moi, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde à ce truc des chiottes, tu vois. Et surtout que, entre nous, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne se dit, si je mettais mon pied sur le toilette. Surtout qu'en fait, il faut savoir que tous les shoots de déco, les Ikea, les machins, c'est des trucs qui sont préfabriqués. Enfin, c'est fabriqué, c'est pas des vraies maisons qui existent. C'est des... Comme le shooting, le casting que j'ai fait, quoi. C'est dans un hangar, quoi. Dans un hangar, ou alors c'est un vrai appart qui existe, mais qui est vierge de chez vierge, et ils ramènent tout. Je mets le pied sur le chiotte, je te le donne en mille. Le chiotte qui s'effondre, qui tombe un peu. Je fais mince. Et de toute façon, j'y croyais pas du tout à cette photo. Elle va dire, écoute, non, c'est quoi, le pied sur le chiotte, finalement, ça va pas fonctionner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... tu vas danser un peu autour, ça va être sympa. J'étais là, merci, mon Dieu. Et finalement, j'ai évité comme ça le pied sur le chiotte. Mais j'ai été très bien payée, 2 années de suite, des droits. Donc, ça fait plaisir. J'ai pu m'acheter un appartement. Alors, j'ai une question sur le mannequinat avec la vieillesse. Ouais. Comment on deal avec la vieillesse? Non, mais comment on continue une carrière de mannequin en vieillissant? Et est-ce qu'il y a d'autres marques, j'imagine, qui arrivent, qui n'étaient pas là avant, mais quand tu vois, une actrice qui bosse beaucoup jusqu'à 29-30 ans, ouais. Je peux imaginer, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de 30 à 40, que ça peut être plus compliqué financièrement et il y a moins de propositions. Ouais. D'où l'intérêt de vite se reconvertir, je pense. Et c'est quoi la reconversion de beaucoup de mannequins? Breaking news, devenir comédienne, voilà. C'est-à-dire s'inscrire dans des agences de pub, donc tu peux passer vers des trucs un peu plus pub, c'est pas les mêmes budgets, mais au moins ça te permet de continuer un peu à faire même des campagnes beauté. Toi, c'est pour ça vraiment, quand tu commences à taffer, que tu te dis, en fait, je vais développer aussi la comédie ou pas du tout? Ouais, franchement, je te le dis. Ah, parce qu'au début, vraiment, à 20 ans, t'as pas eu tout ce rêve de faire du ciné? À 22 ans, pas du tout. À 22 ans, quand je commence, je me dis,
ok, le mannequinat c'est cool, ok, je gagne de l'argent, c'est sympa, mais il faut que je pense à après. Et comme j'avais des petites pépites dans mon téléphone, j'avais des notes de trucs que j'entendais un peu en mode Loïc Prigent, tu vois. J'avais des punchlines de ouf. Je ne sais pas qui est Loïc Prigent. Je t'invite à aller voir sur le net. Le mec, tu sais, qui commente tout le temps, il a sorti plusieurs livres. Le mec qui commente la mode, tu sais, il a toujours des punchlines parce qu'il est invité à tous les défilés. C'est un journaliste vraiment fashion. D'accord, mais écoute, Loïc, on t'embrasse. T'iras le regarder. Ouais. Et donc j'avais plein de punchlines comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? C'est soit j'écris un livre, mais tout le monde s'en fout. Soit je me dis, je lance un peu des scénettes et je fais du stand-up, des trucs comme ça. Et c'est donc là, avec mes gros sabots, que j'ai commencé à faire l'école du one-man show. Ah, comme Thomas Angelvi, qu'on a reçu dans le 3e épisode. J'adore ce mec. Thomas, on t'embrasse, Toto. Tu fais vraiment 8 têtes de plus que lui, mais très sympa. Voilà. J'aime toujours le rappeler, Thomas. Tu m'excuseras. Hein. Attends, t'as une mythe là? Non. Non, c'est pas une mythe, je suis un peu obsédée par les mythes. Yes. Et par les punaises de lit. T'as vu l'histoire de UGC? Ouais, t'as vu Du coup, je vais plus au ciné. Ouais. Pas comme si j'allais beaucoup avant. Mais... Ouais, c'est vrai. Donc je disais, école du One Man Show, donc comme Thomas, tu fais l'école du One Man Show, mais alors attends, tu débarques dans un nouveau monde. Oui, encore un nouveau monde. Mais cette fois-ci, là vraiment, je me chie dessus. Là, c'est la première fois de ma life que vraiment. T'es en panique totale? Panique. Autant mon premier casting en tant que mannequin, bon, je devais pas être très bien. Mais alors là, premier cours, je n'ai jamais fait de théâtre hein. À cette époque-là, j'ai pas jamais mis un pied dans une école de théâtre. C'est ma première expérience ever. Avec d'autres gens, tu te dis mais qu'est-ce qu'on fout là? Et tu sais, tout le monde me disait mais non, si tu veux faire du stand-up, prends ton micro et lance-toi, t'as pas besoin d'une école. Donc je me disais putain, avec qui je vais me retrouver là-dedans? Au final, promo hyper cool. Je me suis fait des super bons potes. Il y a des gens qui, entre grosses guillemets, connus de ta promo? Tu vois Marc Rouget? Bien sûr, je connais Marc Rouget. Il était dans ma classe. D'accord. Et on s'entendait trop bien. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des gens trop cool, tu vois. Et au final, je vois que j'ai un peu un espèce de clown qui commence à se créer et surtout, il m'aide à mettre en place des histoires que je veux raconter, le photographe mode, le styliste, et à mettre en place et à installer un peu ces persos. Moi, j'ai un côté un peu gauche, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais rien fait, donc c'est un peu coinceau. Parce qu'en fait, quand on te connaît, tu sais que t'es marrant tout le temps en fait. Ah ouais? Mais je sais pas, est-ce que t'étais déjà comme ça avant ou pas? T'as toujours été comme ça? Comment? Je sais pas, un peu très franche et en même temps un peu maladroite et en même temps, tu vois ce que je veux dire? T'as toujours été comme ça? Ouais. Mais ça, tu te rends compte que c'est quand même très drôle? Non. Bah si, faut te rendre compte que c'est très marrant. Mais du coup, je pense pas que c'était le même perso que j'avais sur scène. Mais c'est pas forcément un perso, c'est juste que toi, ta personnalité est comme ça, t'es assez franche, t'as ce côté, c'est pour ça que quand tu m'as dit Laval, t'as ce côté un peu bourgeoise, je te jure, mais en même temps, t'as ce côté bourgeoise un peu rock'n'roll, je suis bourgeoise mais je vous emmerde tous. C'est incroyable. Mais alors c'est très marrant parce que je ne suis ni bourgeoise ni rock'n'roll, je suis vraiment juste... Juste moi. Tu sais, il y a des gens qui me disent, mais il vient d'où ton accent? Tu sais, cette espèce de patate chaude dans la bouche. Je pense que c'est complètement, je vous le dis la vérité, un personnage que j'ai essayé de me forcer à me foutre dans la tête depuis toutes ces années que je suis à Paris. Et en fait, c'est devenu juste qui je suis. Mais je pense de base, j'étais pas du tout comme ça. Certes, j'étais, je pense, maniérée. J'ai toujours été hyper cash, tu vois. Mais non, c'est pas quelque chose que j'ai... Je sais plus où je voulais finir. Mais l'école du One Man Show développe un peu ça chez toi? Merci de me relancer, mon pote. Bah oui. T'es un vrai journaliste. Je te le dis, tu pourrais le faire. BFM Business. C'était quoi la question? C'est à l'école du One Man Show, est-ce qu'ils développent un peu toutes ces facettes de toi que les profs découvrent ou je sais pas, tu vois? Ouais, essayer de trouver vraiment un clown et en tout cas faire quelque chose de ses écrits. Donc ça me permet d'avoir 3 sketchs que j'ai gardés quand même jusqu'à mon spectacle. Donc tu vois, qui fonctionnaient vachement bien. En tout cas pour moi et pour voilà. À l'école, à l'époque, c'était vraiment des bangers, quoi. Ça marchait bien. Après, je les ai développés en les jouant devant des gens, parce que c'est pas pareil, jouer devant ta classe, jouer devant des gens. Première scène ouverte aussi. Taverne de l'Olympia, truc comme ça. Je peux te dire, j'arrive à la taverne, les mecs, ils étaient pas prêts, tu vois. J'arrive. C'est qui la mannequin, là? Mais ouais, et au début, j'avais un peu ce perso de mannequin coinceau qui savait pas ce qu'il foutait là, de ce truc un peu coincé. Et c'était vrai, j'étais vraiment coincée parce que si j'avais peur, j'étais terrifiée. C'est normal. En plus, le stand-up est un monde assez masculin. Ouais. T'arrives en plus la taverne de l'Olympia, je vais vous expliquer, c'est-à-dire que vraiment il y a l'Olympia, voilà la salle d'Olympia, on rêve tous, hein. Et derrière l'Olympia, d'ailleurs on voit l'entrée des artistes à l'Olympia, il y a le parking et il y a une taverne, vraiment un resto-bar, et en dessous il y a une cave avec une scène qui doit faire la taille de la table, même pas, oui, qui fait de là à là, et 3 bancs. Vraiment. Et tu joues devant
4, moi j'ai joué devant 4, 8 personnes et au max 15. Ouais. Mais c'est un endroit super pour commencer ce métier parce que vraiment si tes blagues sont drôles, bah là devant 4 personnes au moins tu sais que c'est drôle quoi. Ouais. Et puis en plus, même pour quand tu commences, toi tu me dis t'es stressé. Ouais. Évidemment c'est stressant de jouer devant 4 personnes, mais au moins quand c'est fait, c'est plus parce que souvent les gens le savent pas, c'est plus facile de jouer devant, pour moi, 200 personnes par exemple que 4. Oui. Mais pourquoi tu dis les gens ne le savent pas? Parce que souvent les gens disent ça va être stressant de jouer devant autant de gens. Ah oui. Et c'est moins stressant que de jouer devant 5 personnes. Mais bien sûr. Surtout qu'à la taverne, t'es en pleine lumière, c'est qu'à la taverne, tu vois vraiment les réactions des gens. C'est vrai que si ta blague est pas drôle et qu'il y a un gars qui prend son téléphone et qui fait... et qui te regarde en mode ça arrive, hein, c'est des choses qui arrivent vraiment et donc toi tu vis ça et ça se passe bien cette première scène ou pas du tout? Ça se passe bien, franchement je suis content. Je pense que j'ai un peu la chance du débutant. Toutes les premières scènes se passent bien. Ouais, c'est fou. Et la deuxième est horrible. Et la deuxième, tu rentres dans la réalité du truc. On en a parlé ici avec plein d'humoristes où la première, t'es tellement concentré, tu fais tes blagues, t'es dans le rythme, tu connais ton texte et tu te dis, mais trop facile. Ça va pas être comme les autres. Et la deuxième, regardez-moi. La deuxième scène, t'arrives, c'est horrible. Vraiment, t'as un contre-coup, mais de l'enfer. Mais moi, ça a duré un peu. J'avais un peu la confiance pendant j'ai fait des séminaires pendant, je sais pas, 6 mois. Genre, j'essayais d'en faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. J'essayais de me fixer à en faire au moins tous les mois. Je jouais pas autant, mais j'essayais, au moins j'avais une régularité, tu vois. Et j'ai grave eu la confiance parce que je cherchais quelque chose et parce que j'étais au début. Mais une fois que tu dis, bon, bah là, maintenant, ce sketch, tu sens que c'est un peu bloqué, tu sens que ça marche pas, quand il y a des moments où ça marche vraiment pas du tout, c'est-à-dire que t'as vraiment pas un rire, là, tu dis, bah là, faut te remettre en question, et là, faut te remettre au travail, il faut rechercher autre chose. Bien sûr. Et moi, c'est ce travail-là que je n'ai pas compris, que j'ai trouvé... Je n'ai vraiment pas compris. Que j'ai pas... que j'avais pas anticipé, même si tout le monde te dit, tu vas te bâcher, c'est comme ça que tu vas réussir. Mais oui, mais moi, je comprends pas comment, à partir d'un bâche, tu peux te remettre en scène. C'est quand tu t'écoutes, c'est quand tu te... Parce que quand je me réécoute, j'ai juste envie de pleurer, en fait. Je déteste me regarder, me réécouter. Cette interview, je ne la re-regarderai jamais, donc Inch'Allah, j'espère que ça se passera bien. Dans ton montage, Henri, pas pour toute la pression. Tu vois, j'avais vraiment du mal à me re-regarder. Pour moi, c'était un supplice de me voir. Donc j'ai jamais compris comment évoluer par rapport à ça. Je me disais juste, bon, bah celle-là, c'était de la merde. Va falloir te ressortir un peu les doigts et retourner à la prochaine d'après-demain, tu vois. Et là, ça avance. On est en quelle année quand tu commences à faire ça? Je sais pas, dans les années 80. En 2019 peut-être, non? 2018, 2019? 2019, 2020. Ouais, juste avant le Covid. Ok. Le Covid, le Covid, comment tu le vis, toi? Parce qu'il y a pas de scène, mais le mannequinat s'arrête aussi, non? Ouais, le mannequinat s'arrête, mais j'écris plein de sketchs et cool. Je commence des vidéos sur Instagram. Ok. Et là, je suis hyper contente parce que je sais pas, j'ai plein d'inspi, je trouve ça génial. Ouais, il y a un truc que... Il y a TikTok aussi moi, je t'ai connu comme ça. Ah bon? Parce que il y avait ce truc en plus de mannequins qui parlent, parce que tu vois, comme je t'ai dit, il y a ce truc de les mannequins, elles sont peut-être, tu sais, on a cette image des mannequins qui sont froides, qui restent entre elles, qui sont où il n'y a pas une personnalité, forcément, on connaît pas la personnalité des mannequins. Et je trouve que toi, t'es arrivé avec un truc, je suis mannequin, ouais, mais en fait j'ai des trucs à dire, moi aussi j'ai envie d'envoyer chier des gens, des fois ça me saoule, et ça, je pense que t'as été une des premières en vrai, je trouve, à être une mannequin qui... En plus, tu rigoles du métier de mannequin, c'est-à-dire que tu te montres un peu pas maquillé, tu te montres le matin à la tête comme ça, et t'as désacralisé le métier en fait. Parce que souvent, les mannequins, il y a ce truc de tout le temps classe, tout le temps belle, et toi, t'arrives avec ta tronche du matin en vidéo, et tu vois, ça a plu de ouf aux gens, je trouve. Ouais. Ça a plu de ouf, et moi, c'est là que je t'ai rencontré. Après, il y a eu... parce que on est d'accord que là, tu continues l'acting un peu avec l'école de... Ça arrive quand, Lupin? Ça arrive dans les années 2019. Donc en 2019, parce que si vous n'êtes pas au courant, dans la saison 1 de Lupin... Et 2, il y a Mademoiselle, parce que j'ai regardé que la première, il y a Mademoiselle Léa Bono, qui est 2 ans. Alors comment tu arrives là-dedans? Eh bien, je suis dans les agences de pub. Et là, dans une agence de pub qui s'appelle Nouvelle Air, il y a cette fille qui s'appelle Natacha, que j'embrasse très fort, qui m'envoie un casting et qui me dit, écoute, c'est pas de la pub, c'est de la fiction, mais je pense que tu devrais le faire parce que c'est totalement ta description, il faut que tu y ailles, je pense que ça peut hyper bien te correspondre. Moi, j'avais l'école du One Man Show, je reçois ça, j'étais dans les gradins, je me dis merde, ça veut dire qu'il faut que je parte maintenant pour apprendre un casting. J'ai jamais appris une ligne, j'ai jamais fait de théâtre.
Je me dis, bon, on va y aller. Désolé les gars, je me casse, j'ai un casting. Ils sont tous là. Ah ouais, pourquoi? J'en dis, j'ai pas le droit de le dire. C'est secret. Netflix. J'ai pas le droit de le dire, c'est Netflix. Omar Sy. Omar Sy avec une série comme Merci. Bon, je peux pas en parler. Et en plus, vraiment, je m'attendais à un truc de merde. Enfin, je savais pas du tout que ça allait être l'envergure que ça a pris. Parce que c'était genre projet secret. C'était marqué un projet pour Netflix avec Omar Sy. C'était vraiment. Non, c'était éventuellement production Netflix. En plus, moi, je comprenais rien. Donc, j'ai lu un peu entre les lignes du casting. Bref, premier casting. Donc j'arrive. En plus, on est d'accord que c'est ton premier casting de ta vie. Ouais. Là, tu viens de foutre le seum à tous les comédiens qui courent les castings depuis 10 ans. Bah ouais, je sais. Mais je pense que j'ai eu de la chance. C'est toujours une histoire de chance, je pense, en partie. J'étais vraiment le sosie de Clotilde Esme, qui jouait, tu sais, dans l'amoureuse de Lupin, un peu de jeunesse. Et moi, j'étais son flashback. Et je pense que c'est ça. Parce que quand je vous dis le casting, comment ça s'est passé, j'arrive. Donc déjà, moi, je savais pas qu'il fallait pas regarder la caméra, en fait. C'est-à-dire que quand elle me disait, bon, alors là, tu me parles, moi, c'est comme si j'étais comment il s'appelait? Comme si j'étais Lupin, en fait. Ouais. Comme si j'étais Lupin, tu me parles. Donc moi, je lui dis, ah oui, d'accord, et alors, t'as quel âge et tout. Elle me dit, alors non, quand on est acteur, en fait, on regarde pas la caméra, tu vois, les comédiens dans les films, ils regardent un peu à côté. Donc regarde un petit peu à côté. Donc on la refait. Moi, j'arrive pas à dire mes lignes. Je suis comme ça, j'ai des blancs, tu vois, je suis tellement stressée que j'arrive pas à prononcer mes lignes. Elle me dit, écoute, c'est pas grave, t'inquiète pas, on va recommencer. Et je sentais que jusqu'à ce qu'on l'ait, elle allait pas me lâcher, tu vois. Ouais, parce qu'elle s'est dit, c'est son portrait craché, ouais. Et il faut vraiment que ce soit elle, enfin c'est ouf, quoi. Il fallait que ça marche, fallait que ce soit moi, tu vois. Ouais. Et elle a été hyper douce, elle m'a vraiment emmenée, elle a réussi à faire quelque chose de moi alors que c'était vraiment pas gagné, quoi. Et je me suis dit, putain, c'était vraiment cool, quoi. J'ai donné des trucs, j'ai lâché des émotions que j'avais peut-être jamais fait avant, je me suis livrée à quelqu'un, j'ai fait confiance et c'était sympa. Et t'es prise? Et je suis prise. Combien de jours de tournage? 2 ou 3 jours, je sais plus. Une journée pour la piscine, une répétition avec le petit parce qu'il était mineur du coup. Que tu devais embrasser. Que je devais embrasser. Alors que t'avais 25 ans. Et lui, 13. Super. Et quelle vie là, ce bonhomme. Et du coup, on fait des séances, un peu des répétitions. Et je crois que j'avais encore une dernière journée. Je me demande si ça faisait... Enfin, en tout cas, avec les répètes, je me demande si ça faisait 3 ou 4 jours de tournage, je sais plus. Mais du coup, toi, t'arrives dans un nouveau milieu, encore une fois. Et mais quand ça sort, t'as beaucoup de retours sur les réseaux et tout. Mais incroyable. Ah ouais? Mais vraiment, tous les jours, j'avais des messages, je recevais. Du monde entier? Du monde entier. C'était dingue. Je pensais pas du tout que ça allait avoir cet effet-là. Et le truc qui a un peu lancé la sauce aussi, c'est que je me suis retrouvée dans la bande-annonce. Le premier teaser, j'étais dedans. Tu vois, sur toute la saison, sur tout le truc, ça a été un peu un premier truc de mais dis non, c'est pas les gens ils envoyaient de ça à ma sœur, mais c'est pas ta sœur là. Et du coup ça c'est. Elle est pas mannequin ta sœur, elle est pas à la BFM Business ta sœur à la base. Tu sais, et moi je pensais que c'était évident que du coup comme je commençais à faire pas mal de vidéos, que j'avais un désir de ciné et que enfin une fois que Lupin a été tourné, quand c'est sorti, j'avais déjà des désirs de devenir comédienne. Et quand c'est sorti, les gens m'ont dit « Ah, mais je savais pas que t'étais comédienne !» Alors pour moi, ça y est, ça commence à être installé, mais en fait, non. Si tu dis pas aux gens « Voilà, je suis comédienne, je veux faire ça », les gens, tu restes dans l'image de mannequin. Et est-ce que t'as des propositions derrière après ou pas? T'as des appels après Lupin? Je sais, je m'attendais à « Ça y est, c'est le monde entier, ça y est, c'est les trucs ». Non. Ça n'a pas été... Vraiment rien du tout. Pas rien, j'ai eu des castings et j'ai chopé d'autres choses et ça a été hyper bien. Mais tu vois, moi aussi j'ai rencontré Ludmilla qui joue dans l'autre flashback. J'ai rencontré Ludmilla en vacances. Mais Ludmilla, ça a hyper bien marché pour elle. Elle a eu, après elle était au cours Florent, tu vois. Mais pareil, elle m'a dit bon, alors pas comme toi, des messages du Brésil, de machin, du monde entier. Et après c'est aussi orienté dans la musique, tu vois. Mais je peux pas parler de sa carrière à sa place, mais. Elle n'a pas eu non plus de 10 000 appels, tu vois, mais elle a eu quand même des belles propositions derrière. C'est pour ça que je te demande. Ouais. Et du coup, toi, pas grand-chose. En fait, ça m'a permis d'avoir un bon agent. Donc ça a été cool. D'avoir un bon agent qui a pu m'emmener dans des bons castings. Donc j'ai pu passer des bons trucs. Mais la vérité, c'est que c'est comment toi, tu te sens aussi. Moi, j'étais pas comme Ludmilla, je me sentais pas prête sur le moment. Je me sentais pas légitime. Donc j'avais jamais fait de théâtre. Donc je me suis dit, ma belle, avant que Lupin sorte, t'as 1 an. Tu vas faire des cours de théâtre. Ah bien ouais. Donc j'ai fait des cours de théâtre classique. Après j'ai fait 2 ans de acting cours caméra. Et t'as vu ce petit geste? Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai voulu faire une cam factice. Donc je fais ça. Et là enfin je me sens légitime. Et là enfin je décroche des castings.
Extraordinaire. Mais c'est fou, c'est une histoire de confiance en soi, de ce syndrome de l'imposteur de merde. Tout est confiance en soi. Moi, il y a des trucs que j'ai. Bah toi, ça tu l'as la confiance, Edouard. On peut pas dire le contraire. Et voilà. Mais tu sais que pas du tout, parce que ça cache beaucoup de choses. Parce que vraiment. Sinon, tu me demanderais pas de t'accompagner chez Zara pour faire tes achats. Voilà, premièrement. Parce que je suis pas habillé. Non, mais tu vois, vraiment, moi, mes premières interviews radio, je m'assieds sur le fauteuil, j'étais en sueur. En sueur ? En sueur de stress, alors que je devais juste dire, mon spectacle, c'est le 18, mais encore l'année dernière, il y a 2 ans, tu vois. Et là, Énergie Normandie, là, quand t'étais en Normandie, t'étais détendu stressé. de ouf. Moi, maintenant, parce que j'ai passé un step de me dire, aujourd'hui, je peux faire des chroniques radio. Alors qu'ici, on m'avait proposé il y a 2-3 ans. Alors, j'en ai fait sur Virgin un peu, mais c'était en podcast et tout. Ah ouais ? Ouais. Je savais pas. Ouais, il y a une carrière derrière ce petit t-shirt blanc. Que j'ai choisi. Ouais. Et voilà, mais c'est juste toute une question de confiance. C'est pour ça que tout arrive. Des fois, moi après, j'ai toujours eu envie d'aller trop vite. Des fois, j'ai dû me griller auprès. Je dis, ouais, je sais faire ça. Puis je faisais des trucs où je ne savais pas le faire, mais parce que je voulais le faire. Bien sûr, les castings, mais bien sûr, alors que je n'étais pas prêt du tout. Mais au moins, j'ai appris, tu vois. Moi, j'ai contacté les directeurs de casting. J'étais encore dans le train de Rouen pour arriver à Paris, quoi. J'étais en mode, je les contacte déjà, avec des photos de merde et tout. Donc, c'est vrai que pendant 2-3 ans, je me suis dit, mais lui, c'est un cassos, lui. Ce qui est normal, parce que moi, je suis arrivé avec j'ai un book, je voyais des photos, je disais, genre, tu sais, il y avait des castings danse. Je dis, ouais, j'étais joué au Club Med, on faisait beaucoup de danse et tout. Mais parce que dans ma tête, c'était en mode, tu sais tout faire. Je sais tout faire. Mettez-moi un coach. Sur un malentendu. Ça va le faire. Sur un malentendu. Alors que bon, aujourd'hui, je sais ce que c'est un cours de danse. Je suis pas bien. Bref, chanteur, je fais des castings pour des comédies musicales. Ah ouais. Je savais chanter 2 chansons Vitzef en karaoké. J'envoyais des self-tapes où je chante. Mais après, c'est vrai que tu chantes hyper bien, Edouard, dans ton spectacle. Chante correctement. Mais pas de là à faire un spectacle d'1h30 tous les soirs. T'as quand même fait la chorale. Ouais, la chorale, ouais. J'ai chanté dans les églises. 2 jours. Ça m'a saoulé. Non, mais c'est-à-dire que je disais, ouais, je sais chanter. Mais c'est-à-dire que je pouvais faire un peu. Je pouvais passer un tour de casting. Ah oui, il chante pas mal. Après, on me disait, vas-y, tu me l'as fait avec un ton en dessous. Et alors là, je dis, mais frère, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais t'as quand même fait Mais t'as fait de la musique ou t'as pas fait de la musique ? J'ai jamais fait de musique. Mais si, ma pote avec qui j'étais en cours, elle m'a dit que tu faisais de la musique avec elle. La chorale. Ouais, j'ai juste fait, en fait, vu que je m'étais inscrit à la chorale du cours Florent. Mais donc tu sais si t'es un do majeur ou un do mineur ? Non, mais j'ai fait de la chorale, genre, en plus je faisais le con, parce qu'en fait les gens autour de moi, les gens en chorale, j'ai un message pour vous. Les gens de la chorale, c'était les gens les plus chiants que j'ai jamais vus de ma vie. Ah bon, sympa pour ma copine. Hein. Comment elle s'appelle Yasmina, tu la connais ? Non, Yasmina, très gentille. Mais il y avait des gens... Yasmina, je suis sûr, elle sera d'accord avec moi. Il y a vraiment, Yasmina, qu'on la cite, Yasmina. Et en fait, c'était des gens... C'était un peu, tu sais, les geeks du collège et du lycée. Et en fait, c'était pas marrant du tout. C'est-à-dire que moi, des fois, je kiffais un peu la musique. Ils disaient, Edouard, tu peux te concentrer en fait ? Ah ouais, genre les mecs, ils ont une mission, c'est de faire le spectacle de fin d'année. On chante du Claude Nougaro, c'est un peu cool. Et tous les gens, tu sais, moi, je dansais un peu. Pareil, des fois, moi, vu que je n'y connaissais rien, en fait, moi, j'arrive à monter très bas et en même temps aller très haut et très bas et monter. Et en fait, moi, quand j'entends quelqu'un, je me réfère à sa voix. Donc moi, j'étais très voix basse, et donc les gens d'à côté, qui étaient un peu plus hauts que moi, je me mettais sur leur fréquence. Et du coup, ils chantaient, ils faisaient... Mais non. Ils étaient vraiment, c'est premier de... Snob. Ouais, c'était en mode... Mec, tu sais, ils chantaient, mec, arrête de prendre ma tona, en fait. Arrête de prendre ma tona. Arrête de prendre ma tona. Ouais, et moi, j'étais en mode, mais quelle tona, frère? Je ne sais même pas de quoi tu parles, je ne comprends pas ce que tu dis. Énorme. Et ils étaient en mode, tu prends ma tona là, mec. Et ils étaient vraiment les 5 mecs à côté de moi qui étaient en mode, putain, on peut pas chanter en fait. Monsieur, en fait, Edouard, il change de tona tout le temps, c'est trop chiant. Et moi, il me dit, le prof, il dit, ah ouais, Edouard, en fait, faut que toi, tu es vraiment basse. Vraiment, quand tu vas d'ici, et vraiment, et je dis, je comprends pas ce que vous me dites en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas, moi je chante, j'écoute, voilà. C'est trop marrant que t'aies choisi la chorale, enfin je veux dire, toi et je t'avoue que j'ai fait 3 mois. Mais après, c'était intéressant, mais parce que je voulais essayer plein de trucs, et je voulais apprendre un peu à chanter, je voulais m'entraîner, et je voulais entraîner mon coffre et tout, et c'était intéressant. Mais je suis sûr que tu retourneras à la chanson un jour. Je t'avoue que c'est un petit rêve. C'est vrai, ça m'étonne pas. Alors, c'est très mal vu en France, mais je pense que le jour où je suis un peu connu, je touche du bois, si un jour je suis connu. Comme Camille Lelouch, tu vas faire une... Non, parce que Camille Lelouch, elle est chanteuse. Oui, mais et toi elle est aussi, chanteuse à la base. Ah. Tu vois, là, c'est faire du piano, elle est chanteuse à la base, et après, on lui a dit, mais tu sais que t'es marrante, meuf. Et elle a fait un spectacle d'humour, c'est comme ça que ça marche. Que tu vois, il y a des mecs comme des humoristes, genre Issey Moon, il a sorti un album. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie d'en faire un premier degré. Oui. Moi, premier degré, j'ai envie de faire un album, j'ai envie de ça voilà. m'étonne pas du tout. Mais ça me ferait... Je serais comme un ouf. Mais plus tard. Mais le problème, c'est qu'en France, tu fais un album, qu'est-ce qu'il fait, lui? Sérieux, quoi. Tiens, j'ai croisé Patrick Bruel hier. Ah, j'adore.
à la cantine d'un Et tournage. puis t'as fait un petit clin d'œil. Bah oui, mais c'est pas ce que je souhaitais. En fait, j'étais derrière deux bonnes femmes qui disaient « Il y a Patrick !» Patrick était en train de bouffer sa cantoche du midi, il avait peut-être une demi-heure avant de reprendre le tournage. Moi, je suis derrière elle. Il dit « Oh, regarde, il y a Patrick !» Et puis il se retourne, elle se cache derrière une voiture. Donc moi, il reste moi, il me fait... Je fais... C'était quoi le tournage Je sais pas, je lui ai pas dit « Patrick, qu'est-ce que tu tournes ?» Ah, c'était pas un tournage où t'es dessus. Ah, t'es dans la rue. Je te l'aurais dit, non, j'étais dans la rue. J'étais vraiment dans la rue en train de passer, en train d'essayer de garer mon vélo. C'est Tu vois, très il s'est dit drôle. que c'était moi qui avait dit « Il y a Patrick !» C'est très drôle. J'ai horreur de ça, déranger les gens. On embrasse Patrick Bruel. On embrasse Patrick. On avait dit, te pose pas trop de questions. Allez, T'as le même timbre. non, j'ai un peu imité, mais je sais pas imiter. Faut pas grand chose pour m'impressionner. C'est vrai? Toi, tu m'impressionnes souvent. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Parce que t'es plein de surprises. Tu te rappelles au début quand je pensais que t'étais un mauvais coup? Alors, on va répondre à une question qui est très fortement retenue. Mais c'est très... Tout le monde, on fait des vidéos avec Léa et tout le monde nous dit, est-ce que vous avez couché ensemble? J'aimerais enfin qu'on arrête... Est-ce qu'on arrête le suspense ou est-ce qu'on l'arrête pas? Parce que peut-être que c'est ce qui fait aussi que ça marche. Peut-être faut dire la chose et peut-être, voilà, on le dit pas. Alors sache, sans répondre à la question, avant même qu'il se passe quelque chose, qu'il ne se passe pas quelque chose, Léa m'a dit... Ouais, j'étais persuadée que c'était un mauvais Elle coup. m'a dit, je pense que tu as un mauvais coup. Mais c'est-à-dire que pour moi, quand je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir cette vision de voyance, de savoir si la personne est un mauvais coup ou pas. Alors Henri, à la régie, gros baiser ou pas gros baiser? Henri, discret. Henri, ne se lance pas, mais belle surprise. Tu vois, genre, Henri, tu vois, tu t'attends pas des mines, tu mises sur rien, mais belle surprise, tu vois, why not? Sur un malentendu, il se passe un truc bien. Alors que toi qui es là, avec tes grands bras, à en faire des caisses, machin, je me suis dit, alors lui, il doit avoir une confiance en lui, mais qu'au final, il se passe pas grand-chose là-dessous. Et après, un jour, j'ai le droit de dire ou pas? Bah, T'en parles dans le spectacle ou Je pas? sais pas ce que tu vas dire, donc vas-y, dis-le. Que t'as un code. Ah est-ce qu'on en parle? Oui, on peut en parler. Non, est-ce que toi, en fait, On te l'a offert en plus. en fait, toi, tu croyais que j'étais un peu ce mec, je baise et je m'en bats les couilles. Ouais. Non, moi vraiment, et c'est pas une phrase comme ça, c'est vraiment moi, ce qui me fait kiffer, c'est de voir une meuf kiffer. Vraiment, c'est mon. Déjà, cette première phrase-là m'a fait changer d'avis. Moi, c'est vraiment ce qui m'excite le plus, c'est quand je vois une meuf kiffer. C'est vraiment le meilleur truc. Alors que Alors, moi, je pensais que t'étais très autocentré. Encore une fois, j'ai 30 ans aujourd'hui, mais alors à 22, 23, 24, devait limite être beau. 22, 23, 24, c'est même pas, je pensais pas à la meuf, c'est juste que pour moi, juste la pénétrer, ça lui faisait plaisir et. Oh. Mais hé Léa, quand on est bête, quand on a 22, 23, oui. on sait pas. Mais moi, après, j'ai appris qu'une meuf me dit, mais en fait, je n'ai pas joui. Bah, comment ça? Bah si, parce que je suis rentré et puis bah d'abord t'as fait un. Tu vois, tu te poses, tu sais pas. Mais Ouais. on apprend en fait, tu vois. Bien sûr. Et après, en fait, j'ai appris tout ça. Et après, derrière, je suis devenu un meilleur homme. J'ai appris que je me suis dit, les femmes, en fait, elles doivent ressentir du besoin, du plaisir, pardon. Elles doivent ressentir du plaisir. Et en plus, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand je les ai fait kiffer, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de l'histoire du god, oui, on m'a offert un god anal. Voilà. J'avoue que son utilisation, pour l'instant, n'est fait que dans mon placard. Oui, mais le fait que tu me dises, moi, c'est ça qui m'a fait changer d'avis. C'est le jour où tu m'as dit que t'en avais un, j'ai trouvé ça hyper open d'esprit pour quelqu'un que je n'estimais pas beaucoup sexuellement. Ça fait c'est pas plaisir. pourquoi. Et du coup, je me suis dit, tiens, Edouard, finalement, Mais bon coup. écoute, voilà, je n'ai pas, sensibilité. voilà, je n'ai pas encore utilisé, mais j'en parle. Non, je parle du doigt dans le cul dans mon spectacle. Oui, Je dis que voilà, les gars, faut essayer, c'est très important. voilà. J'ai un god qui n'a pas encore été utilisé, je l'ai, mais Il est là. Au moins, tu il est sais là. qu'il est là. Il est là. J'espère qu'une dame un jour faudra. Mais après, c'est pas moi qui faisais. Un jour, je l'ai dit à quelqu'un qui m'a dit, et après, j'ai couché avec cette personne, elle m'a dit ah, mais je croyais que c'était vraiment à chaque fois, il fallait que t'aies ton god. Je dis non, non, je suis pas non plus à ce point-là, les gars. C'est juste voilà. La drama queen. Voilà. En tout cas, Léa, pour terminer, parce qu'on va être pris par le temps, parce que pourtant on est très bien, moi je passe un très bon moment avec toi. Plusieurs questions. Ton spectacle, est-ce que tu vas le reprendre? Parce que tu avais ton spectacle qui a tourné un peu dans un petit théâtre que j'adore, un petit théâtre Le Bout, qui est minuscule mais qui est magnifique. Qui est juste à côté d'ailleurs. Voilà, est-ce que tu reprends ce spectacle? Non, pas maintenant. J'ai besoin d'une pause pour réécrire, trouver un metteur en scène ou une metteuse en scène et me remettre, trouver un metteur en scène et une metteuse en scène et me retrouver aussi dans mon écriture parce que je l'ai joué pendant 1 an, c'était super, mais le fait d'avoir ce rythme de le jouer une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, c'était
j'ai pas eu le temps de bien le modifier. J'étais prise par la pression, j'ai envie de retester des choses. Mais pour retester des choses, il faut trouver le bon 5 minutes qui fonctionne. Et j'ai envie d'être plus sûre de moi. Parce que j'avais pas tout testé en scène ouverte. J'avais tout écrit un peu comme ça, en un été même, l'année dernière. Pas eu le temps de bien tester, donc j'ai envie de retenter des choses et de me laisser le temps. Faire des vidéos TikTok, faire des vidéos tout court, me relancer un peu dans des vidéos solo. Donc faire n'hésitez des projets. pas à suivre Léa sur ses réseaux, parce que c'est très important, parce que après quand il y aura le spectacle, vous allez être les premiers à le savoir. Voilà. Donc on ne sait pas encore. Là on enregistre à date mi-septembre, on ne sait pas encore quand tu vas le reprendre. Non. Peut-être les scènes ouvertes, tu vas en reprendre un petit peu, les comedy clubs? Oui. Ok, les comedy clubs, on te voit en comedy club, je l'espère, il faut. Oui. Je vais te faire venir. On espère le spectacle, c'est le projet. Il y a des castings, il y a des tournages qui sortent bientôt, des films qui sortent bientôt. Il y a des actus qui sortent. Alors, sauf si je suis coupée au montage, mais je ne le sais pas encore. Donc, on peut le dire ou pas? Ouais. Le 22 septembre, j'ai un long métrage franco-japonais qui sort sur Amazon Prime. Okay. Il s'appelle Rohan au Louvre. C'est un spin-off de JoJo's Bizarre Adventure. Ensuite, j'ai une série sur France 2 et Stars Play qui va sortir je ne sais pas quand. Et enfin, un troisième truc. Ah oui, une série sur Apple TV qui va s'appeler The New Look. Mais alors ça, peut-être que je suis coupée, peut-être pas, j'en sais rien. C'était juste une journée de tournage. J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, je sens que cette carrière va... De toute façon, tous les gens que j'invite, c'est des gens que j'apprécie évidemment, je le dis à chaque fois. Mais surtout, je sens on est au début d'un truc. En plus, comme tu le dis, dans tout ce que tu as fait pour l'instant, ça a marché. C'est con, mais à chaque fois que pour l'instant... Après RMC quand même. Mais est-ce que RMC, on s'en branle pas un peu les couilles? Jean-Jacques Bourdin, on s'en branle. J'adore Jean-Jacques, hein, mais bon, dans ce que tu as envie de faire aujourd'hui, on s'en branle un peu. Mais tu vois, je trouve qu'il y a ce truc où les vidéos, ça a marché. Et je te dis, toi et moi, ça marche bien. Ça matche bien. Donc on n'a pas répondu à la question, est-ce qu'on a couché ensemble? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'on a couché ensemble au moins une fois? Ouais, juste la petite fois. Est-ce qu'on a couché ensemble? Est-ce qu'il y a eu un essai? Est-ce qu'on avait peut-être bu? Enfin, toi non, parce que tu ne bois plus d'alcool. Je ne bois plus depuis un an, mais on se connaît depuis plus d'un an. Ouais. Parce que moi, j'avais pas un petit coup dans le nez un soir et ça a dérapé. Tu as craqué peut-être. En tout cas, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les gens? Merci à vous de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Je sais que c'est un peu lame, mais c'est quand même comme ça que ça marche. C'est important. Et désolé d'avoir été stressé au début. Tu ne l'étais pas du tout. Ça marche. Et voilà, on doit rendre le studio, mesdames, messieurs, parce que ce n'est pas notre studio. Mais en tout cas, ça nous a fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, à suivre un peu toutes les informations de Léa. Elle l'a mis, je mettrai le Instagram dans la bio. T'as capté, description, tout ça. Spotify, YouTube, on s'abonne. Mesdames, messieurs, c'est la fin. Parce que sinon, franchement, le podcast pourrait durer 5 heures. Moi, j'étais vraiment bien. On a parlé de plein de choses très intéressantes. Ouais. J'espère que vous avez apprécié. Les autres podcasts sont en ligne. Passez une bonne journée, passez une bonne nuit, passez une bonne soirée, passez une bonne matinée. Je sais pas quand vous écoutez ça, mais ça me fait plaisir. À très vite.